de vous retrouver pour 2h30 de direct, 2h30 volées à la nuit pour parler de votre vie en toute quiétude. La ligne est ouverte au 39 21. Sonia et Paul vont vous y accueillir jusqu'à 1h du matin avec la complicité de Philippe Chartier qui est aux commandes de l'émission. Et je vous invite également à me faire parvenir vos messages, que ce soit sur internet europe1.fr ou par SMS au 7 39 21. Et je m'en ferai l'écho, bien sûr, tout au long de l'émission. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Jean-Noël. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous avez une petite voix. Bonsoir. Oui, je suis au lit déjà. Ah bon, vous êtes couché tôt, de bonne heure, pour écouter l'émission. Oui, voilà. Bon, préparer une petite soirée au calme. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous m'appelez ce soir? Ben, en fait, je suis amoureux d'une personne. Oui. Et en fait, au début, on était que amis. Mmh. Et bon, on se connaît à peu près, je crois, 2 ans. D'accord. Et oui. un an après, quoi, je suis tombé amoureux. Oui. Mais bon, elle a pas de sentiments pour moi. Enfin, elle vous aime bien puisque vous êtes amis, mais oui, elle est pas amoureuse, elle. Voilà, oui. Parce qu'en fait, on est à peu près dans le même cas parce qu'elle aime aussi quelqu'un. Oui. Et cette personne ne l'aime non plus pas. Oh, parfois la vie est mal faite, hein. C'est dommage. Donc vous êtes tous les deux des cœurs un peu transis d'amour, mais l'autre personne ne vibre pas. Alors vous vous consolez mutuellement, finalement. Ouais, je pense que c'est ça, oui. Vous vous comprenez en même temps. Ouais, voilà, oui. Mais bon, elle est aussi veuve, alors elle a perdu son mari à 3 ans. Oui, c'est récent, oui. Ouais. Et vous dites aussi, c'est-à-dire que vous aussi, vous êtes veuf? Non. D'accord. Non. Et comment vous l'avez connue, cette femme? Ben, parce qu'elle joue de la musique. Je l'avais déjà vue dans différents concerts, mais après, on a commencé à parler sur Internet. Vous êtes tous les deux mélomanes? Voilà, c'est ça. Ou vous jouez peut-être d'un instrument, non? Enfin, pas moi, je suis juste elle. Vous êtes, pardon? Elle joue de la musique, oui. Et vous? Non, pas moi. Vous allez écouter. Je sais pas, vous êtes couché dans votre lit? En principe, oui. Non, mais ma question peut paraître idiote, mais dans un lit, en général, on est couché. Ça vous ennuie pas de vous relever un peu ou de peut-être mettre l'oreiller un peu plus haut parce que on entend moins bien le son. Vous m'entendez pas? Là, un peu mieux. Oui, vous relevez un peu parce que si vous êtes complètement couché, j'ai remarqué, c'est un petit truc comme ça, le son est mauvais. Ouais. Et il faut quand même, vous êtes confortablement installé, vous avez bien raison dans votre lit, mais il y a plein d'oreilles qui vous écoutent, donc il faut que ce soit quand même audible. Donc, en tout cas, vous avez une belle passion en commun. Ça vous permet d'aller au concert ensemble. Oui, voilà, oui. Et elle joue et moi je la regarde, quoi. Vous l'écoutez jouer. C'est comme ça que vous êtes tombé amoureux d'elle? Non, c'est pas parce que à cause de cette passion, c'est quand on s'est parlé, et bon après quand on est sortis ensemble au restaurant et tout ça, elle m'a compris et je sais pas. Oui, vous vous sentiez bien avec elle. Voilà, ouais. Donc vous êtes petit à petit tombé amoureux d'elle. Vous lui en avez pas. C'est la femme idéale pour vous. Oui, pourquoi? Voilà, oui. Pourquoi? Parce qu'elle est douce, compréhensive. Oui, bon, elle a son caractère aussi, mais bon, elle me comprend. Oui, elle est gentille, elle est, je sais pas comment le dire. Et alors, vous lui avez déclaré vos sentiments? Oui. Ouais. Vous avez pris votre courage à deux mains alors pour lui en parler. Ouais. Ça n'a pas dû être facile. Non, c'est pas facile, non. Et alors? Je suis déjà quelqu'un de timide, alors. Oui. Déjà pour vous téléphoner là. Vous êtes un peu, un peu intimidé, mais ça se passe bien.
On est là pour parler Ouais, tranquillement. Vous avez fait plus dur. Oui. C'est beaucoup plus difficile de se déclarer, de faire part de ses sentiments à quelqu'un. C'est beaucoup plus dur que ce que vous êtes en train de faire avec moi. Parce qu'avec moi, il n'y a pas d'enjeu. Ouais. Non, oui, c'est vrai. Hein, donc, bon. Mais comment elle a réagi alors quand vous êtes lancé et que vous lui avez dit que vous étiez follement amoureux d'elle? Ben, au début, elle avait dit que elle peut pas encore, c'est trop tôt, mais elle ferme pas les portes. Ah oui? Ouais. Elle vous l'a dit de quelle façon alors? Ben, comme je vous l'ai dit là. Elle a utilisé cette expression? Voilà, c'est ça, oui. Ben alors, c'est très encourageant ça. Ben oui, mais non, par la suite, Oui. il y a 3 semaines, elle m'a dit que ça se fera jamais. Parce que vous Et- lui aviez reparlé un peu, vous? Oui, bon, oui, c'est vrai, parfois je saoule beaucoup, c'est vrai. Ah, j'ai pas dit ça, moi. Je me Non, permettrai non, pas de non, dire mais ça. bon. Pourquoi Non, vous mais dites que vous saoulez? Vous m'avez pas l'air. Enfin, comme vous dites, vous êtes plutôt quelqu'un de réservé, de. Non, mais parce que parfois je l'ai tout le temps demandé pour un bisou ou quelque chose. Ah et oui. Ah oui. Alors vous ça, avez. Oui, ça plaît pas beaucoup ça aux femmes. Je vais ouais, vous ouais. dire. Parce que ça fait un peu. C'est vrai qu'en général, comment dire, ça se demande pas. Trop. Oui, c'est Vous vrai, voyez, ouais. ça fait un peu. C'est vrai que Après, je peux pas parler au nom de toutes les femmes, hein, évidemment. Mais si vous Oui, êtes oui. trop en demande, ça fait le côté un peu insistant et puis bisou, un peu comme un enfant. Ça peut un peu Ouais, ouais, agacer. Ouais, c'est peut-être un rentre-dedans, peut-être, je sais pas. Ah bah, vous n'allez pas non plus jouer à celui que vous n'êtes pas. Ça n'aurait pas de sens. Si vous êtes quelqu'un Non, oui, de voilà, plutôt doux, réservé, posé, vous n'allez pas tout d'un coup jouer les tombeurs. Ça n'aurait pas de sens. Ou le Non, côté non, non, non. Vous voyez, il faut faire avec non, ce non. qu'on est. Et vous voyez bien, avec la personnalité que vous avez, vous lui avez plu. C'est-à-dire, elle vous apprécie beaucoup. Elle vous aime bien, vous êtes Oui, je amis. pense, oui. Bon. Oui, 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 oui. Alors après, c'est vrai que l'amour, ça se décrète pas. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on Oui, est ça, c'est amoureux de clair. quelqu'un? Mais du coup, d'autant plus si vous lui avez parlé, qu'elle vous a dit, Mhm. en ne fermant pas complètement la première fois les portes, en disant on ne sait jamais. Et elle a raison, elle est prudente. Après tout, on ne sait jamais. Des personnes Ouais, qui sont ouais. amies, à un moment, il peut y avoir, à la faveur d'un rapprochement, d'une circonstance un peu particulière, un rapprochement plus intime. Mais Oui, oui, si vous dites ça et puis que après vous êtes là un peu parce que vous êtes un peu mal à l'aise au fond et à réclamer des bisous, vous voyez, c'est pas forcément une ambiance de oui, séduction. c'est vrai. Ça fait un peu, c'est plutôt enfantin, ce qui peut être touchant, Ouais, c'est mais vrai. bon. Alors en même temps, c'est jamais agréable quand on se déclare à quelqu'un et puis que c'est pas réciproque, mais Ouais, c'est clair. elle ne vous a pas, enfin, je veux dire, elle a été plutôt agréable avec vous. Enfin, c'est pas pour autant, elle vous repousse pas. Ben bon, on a eu déjà deux, trois fois des petites disputes, quoi. À cause de ça? Oui, 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 oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes disputé? En fait, elle m'a bloqué sur Facebook pendant une semaine, je crois. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que vous avez sur la page Facebook? Ben, elle voulait couper les ponts, quoi, en fait. Mais après Même en amitié. Bon, mais elle est revenue sur sa décision depuis. Oui. Vous lui avez déclaré sur Facebook ou en face à face que vous étiez amoureux d'elle? Non, En face à face. Oui, vous avez pris votre Oui, courage à deux mains. Et pourquoi après elle voulait vous bloquer sur sa page? Parce que vous lui envoyiez des messages un peu enflammés? oui, voilà, oui. Ah oui, oui. D'accord. Oui, c'est bien, vous avez compris qu'il vaut mieux éviter ça. Parce que ça peut devenir envahissant et gênant. Et le risque, ça serait de la mettre mal à l'aise, au fond.
Et du coup, qu'elle se sente obligée, comme à un moment elle a failli le faire, de dire si au fond vous ne comprenez pas, de vraiment mettre de la distance. Parce que si elle vous dit non, pas pour le moment, mais on ne sait pas, et que vous lui envoyez après, qu'elle se sente un peu coincée, ça va pas. Ouais. Donc il faut pas qu'elle se sente oppressée et mal à l'aise. Elle est revenue sur sa décision, puisqu'à nouveau vous voyez. Oui, ça oui. Mais bon, là, oui. Là, elle m'a dit clairement, comme qu'il n'y aura jamais rien entre nous. Bon, ça. Oui, mais ça fait suite aussi, et après tout, tenez-le vous pour dit, mais ça fait aussi peut-être suite à des tentatives un peu maladroites, où vous avez voulu faire comme si elle vous avait rien dit et insister un peu. Ouais, ça se peut, oui. Elle, pour autant, vous restez amie avec elle? Oui. Bon, alors vous voyez, ça veut dire quand même qu'elle vous aime beaucoup, qu'elle vous apprécie. Et oui, ça, on s'entend bien. Et ça, déjà, c'est précieux. Alors maintenant, à vous déjà, c'est important, c'est pas si fréquent d'avoir comme ça une amitié, de pouvoir se confier à quelqu'un, de pouvoir sortir comme ça ensemble. Bon, et oui, c'est vrai. Pour moi, c'est un peu dur pour moi parce que moi, je l'aime de toutes mes forces et quand je suis à côté d'elle, je sais pas comment vous expliquer. C'est un peu dur quand même. Mais au point de songer peut-être à ne plus la voir? Vous préféreriez ne plus la voir du tout? Ah non, ça je pourrais pas. Pas quand même. Pas, non. Et elle vous parle de cet homme parce que vous m'avez dit qu'elle avait quelqu'un en tête mais qui n'était pas amoureux d'elle. Oui. Elle vous en parle? Encore? Ouais, elle m'en avait parlé, ouais. Ouais, ça doit vous ennuyer, ça. Oui, ça m'ennuie un peu, mais bon. Écoutez, Jean-Noël, pour le moment, je crois que la stratégie à avoir, c'est quand même mieux de ne pas revenir à la charge, parce que elle risque de vous trouver envahissant, et je vous dis, le risque, c'est que vous la mettiez mal à l'aise. C'est pas votre souhait. Non. Oui. Est-ce que ça vous est arrivé, vous déjà, d'avoir quelqu'un qui, au fond, vous faisait une déclaration, c'était pas partagé? Bah oui, dernièrement, il y avait une fille qui m'a aussi déclaré elle-même et tout, mais moi je l'aimais pas, mais je l'aimais pas. Elle a pas insisté? Ben si, mais parce que elle voulait de l'argent, en fait. Ah oui, alors ça c'est encore autre chose, hein. Mais parce que quand c'est pas partagé, qu'on le fait délicatement, qu'on explique que c'est pas partagé, et que l'autre insiste malgré tout, ça peut finir par être énervant. Oui. Donc vous n'avez pas intérêt à aller trop dans ce sens-là. Maintenant, alors il faut pas y aller par calcul, parce que sinon ça va fausser votre relation. Pour le moment, tenez-vous-en à ce qu'elle vous dit, ce qui est une façon pour elle peut-être, parce qu'elle s'est rendue compte qu'en laissant une porte ouverte, comme elle avait dit, au fond vous alliez continuer à vouloir passer, à être un peu plus entreprenant, et elle n'apprécie pas. Respectez ça. Ouais. Faites des... Non, ça, elle avait dit au début, mais bon là, elle m'a dit clairement comme quoi il y aura jamais rien entre nous. Bon. Vous savez, après, il faut jamais dire jamais, mais elle vous dit ça, elle a raison. Elle a raison de vous dire ça, parce qu'à un moment, en laissant une porte ouverte, voyez, vous étiez mis un peu martel en tête. Donc, comme le dit Olivier, le patrouilleur, je sais pas, vous conseillez enfin stratège, il dit pour le moment, la situation semble bloquée, laissez décanter, en restant présent, mais discret. Laissez venir, c'est ce que dit Osiris, patience. Ouais. Alors, ça fait un peu machiavélique comme ça, vous attendez, c'est pas de cet ordre-là. Profitez des moments agréables que vous passez avec elle. C'est important d'avoir une intimité comme ça avec une femme, même si elle n'est pas amoureuse, quand on est un homme, et quand on est une femme, au fond, d'avoir une amitié masculine aussi, parce que vous pouvez, à son contact, en apprendre un peu sur la façon de se comporter vis-à-vis d'une femme. Vous voyez, c'est toujours intéressant. Ces amitiés-là, elles sont quand même un peu particulières. Ça vous permet de sortir ensemble, de passer des moments agréables. Peut-être
que ça peut évoluer, parce que rien n'est jamais fermé, mais vous n'insistez pas, parce que sinon ça va devenir lourd. Ouais. Bon, profitez de ça, et puis peut-être qu'un jour, qui sait, avec un peu de chance, elle va vous voir sous un autre jour. Et si c'est pas le cas, c'est peut-être vous qui, au bout d'un moment aussi, vous allez un peu vous prendre d'affection pour une autre femme. Hein. C'est possible aussi, voyez. Ouais, possible. Ouais. Bon, mais pour le moment, je pense pas. oui, ne restez pas bloqué. Il faut pas faire une fixation non plus. Voyez, ne restez pas bloqué là-dessus et profitez de ce temps-là parce que il y a rien de pire. Je vais vous dire quand même là, c'est un petit truc. Le côté amoureux transi qui attend là et tout ça, c'est pas séduisant. Voyez, d'être trop transi. Vrai, oui. À un moment, c'est trop presque acquis, donné. C'est pas séduisant. Je sais pas comment vous le dire. Donc, montrez-vous tel que vous êtes. Qui fait qu'elle vous a apprécié, qu'elle a eu envie de vous voir, de passer des moments avec vous, et ne restez pas l'amoureux là qui est mortifié, voyez, qui sait plus quoi faire pour lui plaire, quoi. Et c'est ce que dit Béa, qui dit, allez, j'ai pas la recette. Vous pouvez continuer à être charmant avec elle, lui faire une cour discrète, rien n'est perdu. Et c'est ce que dit Margaret. Vous avez 2 conseils d'hommes, Osiris et Olivier le Patrouilleur, 2 conseils de femmes. Margaret qui dit, ne gâchez pas tout, elle connaît vos sentiments, laissez-la venir un peu plus tard. Surtout n'insistez pas en tout cas. D'accord ? Ouais. Et Olivier le Patrouilleur qui, lui, travaille, hein, comme son nom l'indique, il est sur les routes, et il dit, vous avez bien de la chance d'être dans votre lit. Bien au chaud. Ah, d'accord, ouais. Bonne nuit alors, mon cher Jean-Noël. Merci de même. Au revoir. Merci de même. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez me parler de Noël, hein, je crois. Oui, un peu. Noël. Un peu ma famille, oui, surtout. De votre famille, oui, Noël, c'est un peu les réunions en famille. Et... Oui, tout à fait, oui. Mais bon, c'est-à-dire que depuis la mort de ma mère, mes frères sont fâchés avec ma sœur, et donc j'ai plus le contact avec ma famille, un peu mon neveu, le fils à ma sœur, l'aîné, qui m'écoute là en ce moment, il va m'écouter à la radio. Mais bon, c'est pas facile pour moi. Pas facile pour moi. Alors, vous êtes fâché avec... C'est pas moi qui est fâché, c'est votre sœur. Je vous entends pas très bien. Excusez-moi, vous m'entendez là, Caroline? C'est pas vous, non, c'est le son qui est pas très bon. Là, je vous entends un peu mieux, oui, semble-t-il. Ah ouais, voilà, d'accord, voilà. Alors, voilà, vous m'entendez Oui. Oui, Caroline, oui. Alors, donc, c'est mes frères qui sont fâchés avec ma sœur. Vous avez combien de frères? 2 grands frères et une grande sœur. D'accord. Oui, donc vous êtes en dehors de ça, hein? Oui, je suis en dehors, oui. C'est à cause de la maison, depuis la mort de ma mère, qu'ils se sont fâchés pour la maison. Pour des questions d'héritage? Voilà, tout à fait. Et votre mère, elle est décédée récemment? En 2013, le 24 octobre. Oui, c'est récent, d'accord. Et ça me manque, elle me manque énormément et bon. Ah oui, je comprends. J'ai plus mon papa, donc mon oncle, il est très loin et on n'est pas fâchés, on est en bon terme, mais c'est que je suis un petit peu perturbée par ça. Oui, donc, ces fâcheries vous peinent au fond, surtout au moment de Noël où on espère. Ça vous fait penser peut-être au Noël quand votre mère était présente et que vous vous réunissiez quand votre mère était là. Oui, avant on était très famille, on se voyait au début parce que c'est-à-dire que Caroline, j'habitais dans Paris avant. Oui. Dans le Val-de-Marne, et mon papa il a pris sa retraite à 55 ans quand il était à Paris, dans le Lot-et-Garonne. Donc j'habitais du côté d'Aiguillon, un petit village qui s'appelle La Garrigue. C'est un joli nom, hein. La Garrigue, oui, comme la chanson de Gilbert Bécaud. Voilà. Et donc voilà, on est venu, j'avais 14 ans. Oui. Et, j'en ai 52 ans. Donc, d'accord, oui. Voilà. Et donc, on était tous toujours en famille. Je sais pas ce qui s'est passé. Puis, ma soeur, ma grande soeur, je l'aime beaucoup. Hein. J'espère qu'elle m'entend. J'espère qu'elle m'entend. Mais... Parce que quand vous dites que votre neveu vous écoute, c'est le fils de votre grande sœur. Oui. C'est ça. Je lui ai parlé à la radio. Vous l'avez prévenu. Pourquoi vous l'avez prévenu, votre neveu? Vous êtes proche, vous l'aimez beaucoup?
Ah oui, avec Jean-François, oui, il travaille dans les Yvelines D'accord. comme ambulancier. D'accord. Et Et bon, lui, oui. lui, donc, bon, alors, finalement, c'est vous voudriez, qu'est-ce que vous espéreriez, qu'est-ce qui est prévu au fond pour Noël là? C'est-à-dire vous allez passer. Rien, Caroline, rien du tout. C'est-à-dire que je sais pas où passer mon Noël. Bon, je vais passer avec mon petit ami. Ah, bah bien déjà, sûr. c'est important. Déjà, oui, mais bon, déjà, mais c'est pas comment exprimer ça. J'ai fait une lettre. Bon, c'est encore compliqué aussi, je peux dire, parce que j'en ai tellement sur le cœur. J'ai fait une lettre à ma nièce qui me parle pas depuis des années pour des bagatelles de rien du tout. Excusez-moi de parler comme ça. Elle m'a pas répondu. Alors mon neveu a dit, parce que c'est sa sœur à lui, m'a dit laisse faire. Tu as fait le premier pas. C'est pas à toi de venir vers elle. Il a raison, oui. C'est dur. C'est dur pour moi parce que j'essaie de faire le premier pas, d'avancer pour ma famille. Mais vous n'êtes pas fâchée, vous, Isabelle? Ah non. Vous n'êtes Non, finalement, il y a votre grande sœur qui s'est fâchée avec vos deux frères, et il y a une autre de vos sœurs qui est comme vous en dehors de ces histoires. C'est moi. Je suis la dernière. Mais oui, que je suis bête. Vous êtes deux filles et deux garçons, bien sûr. Oui, d'accord. Oui, Bon, je suis la plus petite. d'accord. Vous êtes la petite. Oui, vous êtes Oui. la petite dernière. Bon. Eh oui. Bon, Ouais, et mais- finalement, est-ce que il serait pas possible de dire à un moment, peut-être en proposant à ce moment-là, dire allez, cette année j'invite ou on fait quelque chose et on fait un c'est déjà Noël trop comme triste, avant, on ouais. se retrouve, on fait un Noël tous ensemble. Ben là, c'est un peu compliqué parce que bon, mes frères sont. Un des frères qui est en Hollande. J'ai un frère qui est dans le 91. Oui, tout le Et monde ma est un sœur, petit peu éparpillé. Voilà. Mais bon, ça n'a pas été prévu. Bon, je vais passer Noël un peu avec mon fiancé. Mais c'est pas. Lui aussi, ça lui fait de la peine parce que il aimerait aussi. Il aimerait aussi que ma famille. Bah parce qu'il vous sent malheureuse, certainement. Parce Mais que oui, lui, parce après que tout, lui, ça votre lui fait- famille, c'est pas sa famille, mais... Oui, mais bon, il connaît ma mère. Il a connu ma mère, il connaît ma sœur. D'accord. Il sait comment ça s'est passé, mais de son côté, il a plus de chance que moi. C'est que sa famille, il n'y a pas de dispute comme ça, quoi. Donc vous allez passer Noël dans sa famille à lui, la famille de votre fiancé. Oui, D'accord. voilà. Bon, vous savez, malheureusement, les fâcheries, les tensions autour de l'héritage, même s'il n'y a pas grand-chose, c'est très fréquent parce qu'il y a plein de choses qui se rejouent à ce moment-là, dans des moments comme ça douloureux. Donc on va en parler, mais rien n'est jamais... C'est pas forcément du définitif. Hein. On peut mettre un peu d'huile dans les rouages. Non, on se marque une pause, Isabelle. Ne Oui, vous pardon. inquiétez pas, on continue à se parler. C'est juste une pause, le temps des informations. Pardon, excusez-moi, Caroline. À tout de suite. La nuit est à vous sur Europe 1 et je vous invite à la colorer au gré de vos désirs, de vos émotions, de vos états d'âme. Le 3921 est le numéro que je vous invite à composer jusqu'à 1h du matin si vous souhaitez me parler ou si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur. Vous pouvez également vous manifester en envoyant vos messages sur le net europe1.fr ou par SMS au 7 39 21. Alors Charlotte réagissait au témoignage de Jean-Noël qui est amoureux de sa meilleure amie, mais c'est malheureusement pas réciproque. Charlotte dit attention parce que ça m'est arrivé et cet homme n'avait pas compris que c'était non et elle dit à un moment je me sentais tellement harcelée que je me suis dit je vais aller au commissariat déposer une main courante. Bon, je pense que heureusement Jean-Noël était quand même plus délicat que ça et que ça n'arrivera pas pour lui. Il a bien compris que voilà, il fallait pas être insistant à ce point-là. Allez, on va maintenant retrouver Isabelle. Alors Isabelle, vous cette période de Noël, ça vous
chagrine, un peu ça vous tourmente parce que ça vous ramène aux désaccords familiaux, à la brouille familiale qui est arrivée suite au décès de votre maman en 2013 et vos deux grands frères se sont fâchés avec votre grande sœur, vous êtes la petite dernière de la fratrie, et ça vous peine, c'est pour des histoires d'argent, des histoires d'héritage, et vous vous retrouvez un peu, enfin triste même, pas un peu, beaucoup triste de cette situation. Est-ce que vous avez essayé d'en parler, soit avec vos frères, soit avec votre sœur, enfin d'essayer de mettre un peu de liant là entre eux? J'ai essayé de parler avec mon frère, mon grand frère qui habite dans le 91. Il m'a pas beaucoup parlé, il m'a dit j'ai pas envie de discuter avec ça. C'est après Nicole que j'en ai, c'est pas après toi. Ne donnez pas de prénom, Isabelle, ne donnez pas trop de prénoms. Il vaut mieux pas qu'on identifie les uns les autres. Il pourrait, vous savez, certains, il y a déjà votre neveu qui écoute, certains peuvent après ne pas apprécier que vous parliez d'eux comme ça sur une antenne, voyez. Donc non, mais il dira rien. Il est pas, oui, mais enfin, évitez quand même de donner trop d'éléments qui permettent d'identifier. Moi, je dis ça pour vous, mais bon. Oui. Bon. Non, mais il y aura rien. J'ai confiance en mon neveu, et lui, il est de mon côté, il n'est pas du côté de mes frères. Voilà. Oui, mais alors déjà, vous voyez, c'est comme s'il y avait deux camps, quoi. Il faut faire attention à ça. Alors après, je ne sais pas, qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, au fond? C'est pas facile pour moi aussi, parce que j'essaie d'en parler, j'en ai tellement gros sur la patate, parce que j'étais aussi, j'étais adoptée par mes parents, c'est mes parents adoptifs, moi, c'est mes parents quand même, hein. Et je me sens, de toute façon, je n'ai plus de contact, donc je n'arrive plus à... C'est pas la peine... Attendez, je ne comprends pas bien. Vous avez été adoptée par vos parents. Oui. Vous êtes la petite dernière, vous êtes la seule enfant adoptée. Oui. D'accord. Je suis la seule adoptée, oui. Donc mes autres frères, c'est les vrais enfants à ma mère. D'accord, les enfants naturels, d'accord. Bon, oui, ça vous met dans une position un peu particulière. C'est très dur, hein. C'est très dur pour moi parce que j'en ai gros sur la patate, mais j'avance, je remonte, mais bon. Cette famille votre famille est d'autant plus importante, quoi, pour vous. Ah ben oui, parce que j'ai jamais connu ça, quoi. J'aimerais qu'un jour ça cesse tout ça parce que. C'est pas facile à... Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a tourné au conflit? Qu'est-ce que reprochent vos frères à votre sœur aînée? Mais parce que ma sœur aînée, elle a fait des choses qu'il fallait pas, elle a dit des choses qu'il fallait pas pour la maison et ils se sont mis, il y a eu des désaccords, je sais pas ce qui s'est passé. C'était après l'enterrement de ma maman. Vous savez, malheureusement, dans ces situations, je disais, c'est malheureusement très fréquent, parce que après un décès, on est bouleversé, tout le monde est bouleversé. Vous avez perdu votre mère, tout le monde réagit bien sûr différemment en fonction de sa sensibilité, son histoire. Mais un deuil, c'est toujours un événement extrêmement douloureux qui nous chamboule, qui nous bouleverse. Et parfois, dans ces moments-là où tout le monde aussi peut est angoissé, est insécurisé, et on ne montre pas toujours les meilleurs côtés de notre personnalité. Vous voyez, il y a dans des moments comme ça de douleur finalement, de chagrin. Parfois, ça resserre les liens. On a envie de communion presque autour de cette personne disparue, de dire presque comme si là on voulait, on oubliait, comme quand il y a des drames qui arrivent, dire on voudrait qu'il y ait que de l'amour, baigner dans un environnement extrêmement bienveillant, mais parfois, parce qu'on est mal, parce qu'on est très malheureux, parce qu'on est angoissé par cette disparition, nos travers et je vous dis, pas les meilleurs côtés de notre personnalité peuvent ressurgir. Alors, il peut se dire des paroles à ce moment-là et qui vont d'autant plus blesser qu'elles sont dans un contexte déjà très difficile. C'est que moi, je n'ai pas pu me préparer à la mort de ma mère. Quand on m'a dit ça, on m'a dit qu'elle était à la clinique. C'est mon neveu qui me prévenait des nouvelles. C'est lui qui me prévenait de sa santé, de son état.
et je n'étais pas prête, comment dire, qu'elle parte comme ça, et je n'ai pas pu la voir. Donc ça m'a... Oui, ça a été rapide, très brutal. Oui, brutal, et puis, c'est-à-dire, comment expliquer ça? Bon, je suis quelqu'un de très forte, je remonte très vite. Comment expliquer ça? J'en ai gros sur le cœur. Vous avez même du mal à l'expliquer parce que c'est pas au niveau d'une explication vous êtes trop bouleversée et trop peinée pour ça. Ça vous fait vraiment mal au cœur. Vous savez, Isabelle, ce que j'ai envie de vous dire. Ce qui me fait mal, c'est que j'aimerais que ma famille revienne. Bon, Isabelle, il faut un petit peu vous apaiser. Non, mais je sais, les personnes... Moi, j'aimerais bien du tout. Isabelle, vous n'êtes pas, vous, fâchée, ni avec vos frères, ni avec votre grande sœur. Donc, il faut... Écoutez, il faut que eux... Vous ne pouvez pas, vous, à vous seul, faire en sorte que leur lien s'apaise, qu'ils se réconcilient, même si vous en avez le désir très fort. Vous ne pouvez pas, à vous seul, faire ça. Ça dépend aussi d'eux. D'accord? Bon. Je sais, mais j'ai essayé de... J'ai parlé à mon neveu, mais lui, il a compris. Il a dit que c'est dommage. Même lui... Oui, mais votre neveu, qu'est-ce que vous voulez? Il peut pas agir pour sa mère ou pour ses oncles. Hein, donc, bon. Alors, j'ai essayé, mais bon. Si ce n'est, ça ne peut vous mettre que dans une situation d'impuissance et vous rendre encore plus malheureuse alors que vous l'êtes déjà beaucoup. Alors, vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est leur dire à quel point vous êtes attaché à eux. Vous pouvez dire que tout ça vous peine beaucoup, mais vous... Continuez à avoir les relations affectives très fortes que vous avez avec eux. Ne vous en mêlez pas. Et si jamais, quand vous êtes... Non, non, mais ce que je veux vous dire, c'est justement, peut-être même arrêter de vouloir essayer d'être un lien, un médiateur, ou ça risque de se retourner contre vous. Et vous êtes trop... Non, mais attendez, vous me semblez, peut-être, je ne sais pas, moi je vous ai ce soir, mais trop bouleversé par tout ça. Vous avez aussi cette position particulière au sein de la famille qui peut compliquer un peu les choses, qui vous perturbe d'autant plus à ce moment-là. Vous êtes encore, on le sent, très bouleversé par la perte de votre mère. Donc, laissez-les aussi un peu. Vous savez, les choses peuvent s'arranger avec le temps. Oui. Et puis, vous continuez à avoir des liens avec eux. Oui. Vous n'êtes pas fâché, vous, ni avec vos frères, ni avec votre sœur, ni avec votre neveu. Donc vous continuez à avoir des liens. Il est pour rien, lui. Non, on se parle tout le temps. Il a toujours été de mon côté. Hein. Ça, il m'a toujours soutenu. Hein. Bon, alors, continuez, vous appelez vos frères, vous appelez vos frères, et peut-être vous pouvez, à l'occasion aussi de la nouvelle année, puisqu'on formule des vœux à cette période de l'année, et vous pouvez leur faire passer un petit message quand même, sans prendre position, mais en disant que vous aimeriez bien cette année retrouver un peu de sérénité, un peu de paix dans votre famille et pouvoir vous retrouver tous ensemble. Vous l'espérez. J'aimerais bien. Voilà. Et la période de début d'année peut être une façon aussi un peu douce de présenter vos vœux, de laisser entendre que vous, tout ça vous peine beaucoup et que vous aimeriez retrouver un peu d'apaisement. Oui. D'accord ? J'aimerais bien, oui. Mais pour le moment, vous êtes vous-même trop peiné pour intervenir dans quoi que ce soit, je pense. Hein ? Oui, je peux pas. D'accord ? Donc, vous n'êtes pas fâché ni avec les uns et les autres, ça reste votre famille. Et c'est aussi parce qu'il y a des liens, justement, très forts, qu'il y a beaucoup de sentiments, qu'on va... malheureusement au moment du décès et d'un héritage, qu'il y a plein de choses qui remontent de l'enfance, de l'histoire, le sentiment des uns avoir été plus favorisés, plus privilégiés que l'autre. Et c'est aussi parce qu'on s'aime beaucoup qu'il y a parfois ces sentiments comme ça, il y a des attentes déçues. Voyez, donc c'est votre famille, il faut pas dire ça reste votre famille, le lien il est pas rompu. Bien sûr qu'on a cette vision tous d'une famille idéale où on serait tous soudés, unis, solidaires. Bon, ça c'est le modèle idéal de la famille et en cette période de Noël, on rêve un peu à ce modèle-là. Et puis on a la famille que l'on a, qui n'est pas parfaite, il y a des moments où on peut être
comme ça, unis et solidaires. Et puis il y a d'autres où on va se déchirer, où on va être un peu mesquin, un peu, voilà, parce qu'on n'est pas tout d'un bloc et que on peut avoir des moments où on se montre généreux, altruiste, et d'autres un peu plus mesquin. Voilà, ça peut arriver. Une chose, oui. Mais n'allez pas, voilà, ne remettez pas tout en question, hein, d'accord. Et puis au moment des vœux, faites-leur un petit mot à chacun, un petit peu apaisant, et ça va rentrer dans l'ordre, certainement, d'accord. Oui, j'aimerais bien. Allez, un petit mot encore pour dire, vous savez, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses conjoints. Alors pensez à vous, faites des projets avec votre amoureux, respirez un bon coup, essayez un peu de digérer cette histoire, gardez les beaux souvenirs, il y en aura d'autres, et pensez à vous, quelqu'un qui vous dit bon courage et je vous embrasse. Merci. D'accord. Caroline. Oui. Au revoir Isabelle. Ed Sheeran, photographe. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin et la ligne est ouverte au 39 21 si vous souhaitez me parler. Cette émission est la vôtre. Bonsoir Christiane. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je disais à c'est Eva que j'ai eu la dernière fois et puis ce soir que l'émission d'avant-hier soir au sujet d'un monsieur qui se travestissait, je me rappelle plus exactement, ça a réveillé des souvenirs en moi il y a 20 ans. Oui, c'était lundi, je crois. Oui, de Eva nous avait parlé de son mari avec qui elle avait été pendant 29 ans et elle avait découvert qu'il se travestissait. Voilà. Mais ça allait même au-delà puisqu'il était en fait en cours de transformation pour devenir se transformer, voilà, devenir femme. Oui, d'accord. Ça a réveillé quelque chose en vous. Voilà. Vous avez vécu vous quelque chose? Oui, il y a une vingtaine d'années, j'ai rencontré un homme par annonce. Donc, on se causait au début. Moi, je sortais d'un divorce, donc était assez dur aussi. Donc, cet homme-là, il me disait qu'il était tout seul. Bon, à 40 ans, je trouvais bizarre, mais peut-être. Ça peut arriver. Oui, voilà. Donc, un soir, il m'a fait venir chez lui. Bon, c'était au bout d'un mois. Bon, il n'y avait pas eu de relation, il n'y avait rien. Encore, je me suis dit, faut peut-être attendre le temps. Bon, j'ai laissé faire, et le matin de ce week-end-là, je trouve un petit mot sur la table, avec un espèce de catalogue. Puis, c'est quoi, Catherine, juste un petit point, excusez-moi, mais vous pouvez parler un petit peu plus loin du combiné, parce que ça crachote un peu, vous voyez, quand vous parlez un peu trop près, on n'entend pas bien. Comme ça, alors? Un peu plus, c'est parfait là. Voilà, parlez, vous rapprochez pas trop de votre combiné. Donc vous passez le week-end chez cet homme. Oui, et le lendemain matin, monsieur était parti au travail. Oui. Et puis moi, je repartais par mes propres moyens. Je n'habitais pas loin. Et en allant prendre mon déjeuner sur sa table, je trouve un catalogue avec des petits dessins dessus. Je l'ouvre, je suis la curieuse. S'il était à côté de mon bol, c'est pour que je l'ouvre. Oui. Je vois des vêtements d'adultes, bébés, de bébé pour un adulte. Des vêtements de bébé ça existe ça? Eh ben oui, vous êtes comme moi. Non, je connais pas comment ça des babygros. Ah, des babygros. Oh. Des serviettes, des barboteuses, des petits bonnets de bébé, des biberons adultes, des sucettes adultes, tout ce qu'on met à un bébé. Quoi. Ah oui, j'avais vu pour les tenues. Il y a des pyjamas, parfois il y a des trucs comme ça. Il y a certaines collections qui font genre un peu grand baby gros, mais alors je savais pas qu'il existait des collections entières. Pour les personnes âgées, j'ai vu moi aussi. Mais là, c'était vraiment avoir en éponge, enfin tout. Pour adultes. Pour adultes, lit de bébé pour adultes, chaise haute pour adultes. Non. Ah, je vous jure. Ah mais non, mais c'est ah bon? Ah oui, si. Mais et j'ai vécu 10 ans avec, pour le faire. Et avec ce monsieur? Oui, et sans rien avoir. Donc après ce week-end-là, après avoir lu mais ça, vous vous êtes dit quel message il cherchait à vous faire passer au fond, laissant ça? Peut-être qu'avec moi, il va peut-être changer son comportement. Mais vous lui en avez parlé, c'est-à-dire que quand il est rentré, vous lui avez dit, j'ai trouvé le catalogue. Il m'a dit, t'as lu le catalogue? J'ai dit oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il dit voilà, moi je me plais en bébé. J'adore les punitions, les fessées. Ah oui, d'accord. Ah oui. Les fessées, faut me punir, mais moi je peux rien donner. Bon.
Alors je dis bon, je trouvais ça encore bizarre qu'il pourrait être puni avec moi. Alors là, et puis. Oui, mais ça c'est un peu du SM. Enfin, il voulait des relations un peu sadomaso. Oui, c'est ça. Il aimait. Ça existe parce qu'à une émission de Chavannes, oui, ça fait passer, c'est la babybiphilie. La babybiphilie. Voilà. Et alors c'est quoi? C'est ceux qui aiment être déguisés en bébé. Aiment avoir quelqu'un qui les. Oui, mais un bébé avec des goûts un peu pervers, parce que voilà. Les bébés n'aiment pas tellement être punis. Enfin, même les petits enfants, ils n'aiment pas être punis. Ils aiment faire ce qu'ils veulent, mais pas être punis. Il me disait qu'il avait étant enfant, qu'il avait été bon, il avait eu ce qu'on parle en ce moment beaucoup là, qui est passé sur aujourd'hui, l'inceste au niveau de ses parents. Bon, j'ai pas fait de détails, rien du tout, et c'est ça qui l'aurait marqué. D'accord. Oui, non. Ça j'y crois pas trop. Hein. Oui, ça c'est une explication, enfin, qui me paraît très peu plausible. J'ai rencontré beaucoup dans ma pratique de personnes qui avaient vécu l'inceste et j'ai jamais rencontré ce cas de figure. C'est un peu tiré, mais après tout, pourquoi pas. Il y a Frésia qui envoie un petit message en disant qu'elle a effectivement vu une émission avec des hommes qui aimaient se travestir en bébé. Et c'était des associations, il fait partie d'une association où ils partent comme ça, 3-4 jours, c'est très cher, hein, c'est la peau des fesses, et qu'ils emmènent tous leurs petits machins, et leur change et tout le bazar, et ils vont passer ensemble. Mais alors vous me dites, vous êtes resté 10 ans avec ce monsieur, ça veut dire que en fait c'était plus votre amant, c'était votre bébé alors? Ah non, moi on était séparés. Moi, il me disait de toute façon, si tu me quittes, t'auras personne, plus personne s'occupe, enfin pas s'occuper de moi, mais il voulait dire au niveau pécunier et tout ça. Donc, comme je suis une personne handicapée, j'ai souffert d'un spina bifida, et moi, à mon tour, je suis obligée de mettre des changes. Désolée. Alors, oui, mais ça n'a aucun rapport. Ça, ce n'est pas. Il y a des personnes, bien sûr, on le sait, qui ont malheureusement des problèmes d'incontinence et qui sont amenées à mettre des changes pour adultes. Voilà. Bon, mais ça, on n'est pas du tout dans le registre du fantasme, comme c'était le cas de cet homme, parce que là, on est clairement dans un fantasme. Oui, mais il me disait que moi, il m'a dit, toi, tu mets bien, tu te garnis bien. Alors. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est complètement déplacé. Je pense qu'il mettait ça pour. Oui, il essayait, c'est comme un peu son histoire d'inceste, soi-disant, pour expliquer. Mais là, ça dure un moment. Mais quand vous passez les longs dimanches d'hiver, monsieur en barboteuse, avec. Vous avez vu la pub un jour à la télé? Marqué, il a bien chaud comme ça. Pour revoir monsieur le professeur, monsieur l'inspecteur, c'est une pub sur l'auto, je sais pas quoi. Le gars, c'est derrière, il est en canard, là, il s'est déguisé en canard, et puis il a un gros derrière avec pas de change. Et ben lui, il était comme ça. Il faisait tout dans les couches. Désolée. Ah, parce que oui, d'accord, il faisait comme un bébé dans ses couches. Pipi, autre chose. Oh là là, c'est terrible. Mais mais alors, il vous demandait de le changer? Au début, mais j'ai pas marché dans la. Au début, moi, fallait que je lui donne le coup de martinet, fallait que je mette des orties dans les couches. Oui, on est dans de sacrés fantasmes. Ah là, mais c'est atroce. Pour avoir les fesses rouges pour les bébés, mais les bébés, ils ont les fesses rouges quand ils ont des dents qui poussent, quoi. Alors donc lui, il y avait longtemps que c'était fini. Des orties dans ses couches. Oui, c'est incroyable les fantasmes, jusqu'où ça va. Moi, j'ai eu une dépression au bout de 10 ans, j'ai dit j'arrête. Vous avez tenu longtemps déjà. Je me demande comment vous avez pu tenir 10 ans. J'allais voir un psy, il me disait pourquoi vous n'avez pas pris un amant. J'ai pas pris un amant. On n'était pas axés avec ce monsieur-là. On s'était pas axés. Vous vouliez un amant et vous vous retrouvez avec un bébé. Oui, voilà. Mais c'est pas évident. Hein. Mais alors, avec ces histoires de chaises hautes, vous déjeuniez à la même table, lui il était dans sa chaise haute avec sa tétine ou quoi? Il prenait son biberon, il avait sa tétine, il achetait des bouillies de bébé, là, machin. Et puis, il avait une grosse tétine, mais alors, tétine, vraiment, c'est un truc qu'on trouve dans les bouquins de porno ou un truc comme ça. Mais des fois, il me faisait honte. Hein. On partait en vacances dans la famille, il emmenait ses couches. Je dis, pourquoi tu emmènes tes couches? Toi, t'en as pas besoin. J'ai dit, essaye de t'en passer au moins. Et personne, mais donc la famille ne se rendait pas compte quand même? J'étais pas au courant. Il se promenait pas quand même quand vous, hormis avec vous, il pouvait vivre son fantasme, mais en famille. Au travail, il mettait les couches. Il en mettait moins, il paie, mais il mettait des couches au travail. Ouais, ça va loin. Ah oui, c'était loin. Alors moi, j'étais voir un sexologue, et puis je lui en ai parlé. Je lui ai dit, moi, j'aimerais bien avoir des relations. Moi, je dis, bon, c'est bien beau, j'ai voulu jouer le jeu. J'ai dit, s'il faut ça pour pouvoir
avoir des relations, j'ai dit bon, je veux bien le jouer. Si ça fait partie des jeux amoureux, j'ai dit bon, je veux bien essayer. Mais j'ai dit non. Vous étiez très conciliante, hein? Oui, très. Dites-moi, oui, il a eu de la chance de tomber sur vous parce que j'imagine que il doit peu rencontrer souvent des femmes qui sont aussi tolérantes. Alors, ça continuait comme ça tout le temps. Et qu'est-ce qu'il vous avait dit, ce sexologue, alors? Le sexologue a dit, ce monsieur n'a pas besoin d'un sexologue, il a besoin d'un psychiatre. Oui, on est plus dans ce registre-là, c'est clair. Il était au début, mais après, il n'a pas retourné. De toute façon, s'il est vraiment dans ce trip-là, bébé, oui, il a une sexualité auto-érotique. Lui, il suce son pouce, il suce ses doigts de pied. Bon, voilà. Mais il n'a pas de sexualité. Il n'avait pas de sexualité avec vous, en fait. Non, mais même à vous dire qu'il mettait des suppositoires pour aller aux toilettes. Oui, les pauvres. Oui, voilà, vous avez tout compris. Oui, enfin là, c'est pas là. Non, mais là, c'est vrai que ça relève vraiment. On est dans la presse à frise, la perversion. Ça m'a réveillée, là, c'est ce que c'est même, oui, c'est-à-dire que c'est le témoignage d'Eva. Alors, il y a d'ailleurs Alexis qui dit, mais finalement, ça n'a rien à voir, le témoignage de cette dame qui nous parlait de son mari. Mais vous, ça vous a fait penser à ce que vous avez vécu, qui sort du commun, on va dire. On est quand même dans des fantasmes. Ah oui. Pareil, mais peu commun, voilà, quand même. Au niveau travesti au début, quand le monsieur se travestissait au début, là, avant d'être opéré, ou avant de prendre des médicaments, je sais pas ce qu'il a fait, ce monsieur. Bon, moi, j'ai dit, ça ressemble. Oui, ça a réveillé. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Parce que finalement, vous aviez trouvé, c'est pas rien d'avoir passé 10 ans avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Puis il voulait pas changer, C'est qu'à de le dire. Est-ce qu'il faisait son rôle, demande Osiris? J'en sais rien, je sais pas, je ne sais pas. Mais c'est incroyable. Mais vous savez, j'ai eu, parce que j'ai Clément qui dit on en apprend vraiment tous les jours avec votre émission, et qui se demande comment vous avez pu rester avec un homme qui avait des fantasmes aussi particuliers. Ah, vous aviez espoir de quoi? Qu'il grandisse, en fait, qu'il grandisse, qu'il... Il était pas méchant, c'était l'homme qui était très gentil. Mais il est resté bébé éternellement, quoi. Bébé, voilà. Et c'est ça qui m'a marqué le plus. Je me dis, c'est moi qui est folle. Au départ, j'ai envie de dire, il y a des femmes qui sont tellement, qui ont une dimension tellement maternelle que le côté avoir un bébé, un grand bébé, ça peut amuser ou toucher ou bon. Mais enfin, j'étais jaloux des bébés. J'avais mes petits enfants parfois à garder, parce que les enfants n'étaient pas au courant. Mais ils se travestissaient pas dans les petits enfants, loin de là. Mais qu'est-ce que je vais dire? Il était jaloux que je m'occupe de mon petit-fils. Oui, j'allais vous demander, vous, si vous aviez des enfants et des petits-enfants. Oui, j'ai 3 enfants. Il était jaloux. J'ai plus de relation maintenant, c'est un moment. Et pour ça, la dame disait que les fêtes de Noël arrivent, elle va être seule. Moi aussi, plus que seule. Mais enfin, c'est autre chose. Et puis, donc, il était jaloux des enfants. Mais au point d'être un peu agressif avec... Oui, tu t'es mieux t'occuper de lui que de moi. Qui oh là là, oui, ça... Ouais. Et alors, il y a Margaret qui me dit attention, ne riez pas parce que avec tous ces auditeurs, il y a peut-être de grands bébés qui vous écoutent, surtout s'il y a des associations. Il y aurait des associations. Oui, un jour, on est parti en vacances dans le Jura et il m'a dit, il y avait des magasins là-bas de vêtements qui faisaient faire, c'était très cher le pyjama, 600 francs ou 600 €, un truc comme ça. Et puis il y avait un monsieur qu'il connaissait qui était marié. Il était marié, ce monsieur-là. Sa femme, mais par contre, ils avaient des relations sexuelles. Mais ils travaillaient en maison de retraite et ils avaient la même maladie, le même vice que le mien, quoi. Oui, c'est très étrange. Alors il y a une auditrice qui me dit oh là là et qui trouve que je suis très naïve parce que c'est vrai que je sais que la palette des fantasmes est infinie, mais parce que cette auditrice me dit qu'elle avait eu rendez-vous avec un monsieur qui lui avait montré des pages arrachées dans un catalogue et c'était des culottes en coton petit bateau. Elle dit cette marque était importante. Là, on est encore dans un autre registre. Moi, ça m'inquiéterait un peu parce qu'on peut se dire oh là là, est-ce qu'il a pas des fantasmes un peu de pédophilie? C'est encore autre chose, ça. C'est pour ça quand j'ai eu les petits enfants, je dis c'est bon. Il y a Frésia qui dit puisqu'on a la période de Noël et que vous l'évoquez, est-ce qu'il croyait au Père Noël? Il s'appelait Noël, Jean-Noël. Oui. Bon. Ouais. Et pourquoi vous l'avez quitté alors finalement? Pour de toute autre raison? Une grosse dépression. Vous avez fini par... oui. Moi, j'ai pas tenu. Moi, je couchais à part.
Non, c'était pas une vie. Il me rendait malade. Moi, plus je le voyais comme ça, plus ça me minait. Bah, c'est complètement. Le côté régressif. On peut tous avoir des envies un peu comme ça régressives. Si à la limite ça avait été, tous, je veux dire régressives, mais pas dans ce sens-là d'ailleurs. Mais quand on est avec des enfants, quand on est avec des petits animaux, il y a des moments où c'est doux d'être un peu régressif. Oui. Mais là, toute la journée, vous parlez de vos dimanches là avec lui dans sa barboteuse avec ses couches et tout. Non, là, c'est franchement déprimant. Dans le parc. Dans le parc. Et il dormait, ou peu importe. Moi, je m'en allais. J'étais folle. Oh là là, mais c'est pas possible. Et leur réunion, là, qui était très chère, il a dû y aller une fois, puis il n'a pas été... Mais dans ces réunions, justement, vous parlez, il y avait beaucoup plus d'hommes, j'imagine, que de femmes. Je ne sais pas, moi, je suis jamais allée. Oui, je pense qu'il y a l'entendre au téléphone, là, qui parlait, oui, c'était des hommes, surtout. Oui, je pense qu'il y a... je sais pas, je veux pas... J'ai eu on m'en a parlé. Il y a des femmes aussi qui vivent ça. Qui veulent être comme ça. C'est n'importe qui, ça peut être des notables, ça peut être des... Ah mais ça, je pense que la position sociale n'a rien à voir. Le fantasme, on est dans quelque chose de très archaïque. C'est très compliqué d'ailleurs le fantasme, ça se construit, ça s'enracine très tôt dans des émotions, dans des sensations très dans notre développement psychosexuel, et ça s'enracine très précocement, donc pourquoi pas mais là ça frise quand même. Il y a quelque chose qui se rapproche quand même de la perversion. Je lui ai demandé au début, j'ai dit mais pourquoi tu cherches une femme si t'as pas besoin si tu lui donnes rien, si t'as pas de relation. Il cherchait une mère plus qu'une femme en fait. Il cherchait une mère. Une nounou. Oui, il cherchait une maman. Il y a Nanou justement, elle dit oh là là, quel courage vous avez eu. Oui. Et il y a Michel qui dit alors il a fait combien de fois ses dents? Elle dit vraiment vous nous avez fait rire, merci, ça fait du bien. De rien, mais ça je n'invente rien. Mais oui, non, mais je tenais tellement à cœur parce que je ne pouvais en parler à personne. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que vous ça a fini par vous n'osiez pas en parler au fond, c'est tellement vous aviez peur qu'on vous prenne pour une folle. La preuve à la fin quand je me suis séparée, j'ai quand même dit si j'en avais parlé à une de ses sœurs. Elle a dit c'est pour ça qu'il a beaucoup de couches en tissu à sécher chez lui. On croyait qu'il avait un petit agacement. Là. Et au travail, il se rendait compte de rien? Non. Ah, excusez-moi. Attendez du bruit. C'est Fifi qui s'amuse et qui nous... Oui. Oui, c'est Jordi. Ça, c'était dur d'être un bébé. Non, lui, il était bien. Il disait au travail, non, il était bien. Merci Fifi, oui. Si au travail il avait ses couches, j'espère qu'il se faisait pas dessus quand même, parce que pendant les réunions, ça pouvait être un peu dérangeant pour ses collègues. Il était chauffeur-livreur. Oui, alors écoutez, il était tout seul, il embêtait personne. Ça fait partie des fantasmes, c'est vrai que on se dit c'est dingue, mais il fait de mal à personne, il faisait de mal à personne en même temps. Mais il aurait été méchant, attention. Si on avait été contre son truc, je crois que je lui enlevais, il aurait pu être méchant. C'est ce qu'il voulait. Oui, de toute façon, il voulait être puni. Il y a NJ, allez, ce sera la dernière question parce que ça fait beaucoup de nos auditeurs qui dit. Et alors, comme les bébés, quand ils font leur sel, dans le pot, est-ce qu'il fallait le féliciter? Non, mais il ne faisait pas dans le pot, lui, c'était dans les couches. Oui, c'est vrai, il faisait dans les couches. Donc, dans ces cas-là, l'apprentissage de la propreté, il y avait quelque chose qui avait... le bébé tété et il voulait... Bon, excusez-moi, moi, j'ai jamais Oui, il voulait téter comme un bébé. Voilà. Oui, il y avait... Ça, on le comprend. Et il y a beaucoup d'hommes qui partagent ce fantasme. Voilà, ça déjà, c'est déjà plus commun. Oui, mais c'est commun, ça, oui. Mais lui, tout était mêlé dedans, quoi. Oui, il y a quelque chose au niveau de l'apprentissage de la propreté qui n'est pas bien passé. On a dû vouloir lui apprendre à être propre trop tôt, ce monsieur. Mais je vais vous laisser. Écoutez. Et après, finalement, aujourd'hui, vous avez rencontré à nouveau quelqu'un? Oui, j'ai eu des rencontres, mais c'était pareil. Le monsieur était obligé de prendre des comprimés pour avoir des relations. Alors, il me dit, ma pauvre Christiane, ça c'est déjà différent. Ça c'est déjà plus fréquent aussi, malheureusement, à un certain âge. J'avais 40 ans à l'époque, j'ai dit c'est bon. Oui.
Non, puis en ce moment, j'ai personne. Ça fait 4 ans que je suis toute seule. C'est vrai que la solitude pèse, même pendant les fêtes. Là, toute seule. Hein. Oui, ça c'est les frères et sœurs, on n'en parle pas. Les enfants non plus. Bon. J'ai plus de relations. Alors, il faut peut-être un peu essayer de renouer, là. Non. C'est sur Internet, j'ai eu des rencontres comme ça. Ah non, moi ça m'a chaudé. En tout cas, vraiment, vous êtes quelqu'un d'extrêmement indulgent. Hein. Même, on m'a dit que je suis forte, parce que même dans la maladie, je suis forte aussi. Oui. Donc ça peut être... Oui, ça vous amène certainement. Bon, écoutez, j'espère quand même que vous rencontrerez quelqu'un d'un peu plus mature, on va dire. Hein, j'espère pour le moment, je ne cherche pas, mais je vous remercie de m'avoir écouté. Écoutez, c'est moi, Christiane, merci. Vous avez apporté de la bonne humeur dans l'émission, je vous en remercie. Au revoir, Caroline. Au revoir, Christiane. Merci, au revoir. Je vous embrasse, au revoir. Étienne Dao, mon manège à moi. On reste dans l'enfance avec Étienne Dao et vos messages qui me parviennent très nombreux. Ça vous a beaucoup amusé, le témoignage de Christiane, et on peut comprendre. Il y a Cricri qui dit, il était temps là que Christiane aille coucher le bébé parce qu'il est un peu tard. Margaret, elle est allée chercher, elle dit, c'est vrai que je viens d'aller voir sur Google et c'est une bizarrerie sexuelle associée aux couches. Oui, on peut parler de bizarrerie, effectivement. Il y a Frésia qui dit, mais comment elle a pu tenir 10 ans? Osiris dit, mais c'est pas assez, 10 ans, elle aurait dû attendre sa puberté au moins. Peut-être que là, il y aurait eu un peu une évolution. Il y a Olivier, le patrouilleur, qui dit, elle nous disait que ce monsieur était chauffeur-livreur. Il en pense quoi, Sergio? Sergio, on ne sait pas où il est passé, figurez-vous. Et puis David qui dit, alors là, moi j'hallucine, je savais pas qu'il y avait des réunions de grands bébés, des associations de grands bébés. Oui, qu'est-ce que vous voulez? On en apprend tous les jours, grâce à vous et à vos témoignages. Bonsoir Catherine. Bonsoir Caroline, je vous remercie de prendre mon appel. Vous êtes la bienvenue. Je vous remercie, je vous ai déjà appelé 1 ou 2 fois. Oui. Donc, mon sujet, mon histoire n'a rien à voir avec l'histoire de précédente. L'histoire de Christiane, on va pas, ça, on pourrait faire un inventaire à l'après-vert des fantasmes des uns et des autres. On pourrait tenir certainement plusieurs soirées, ça c'est sûr, parce que c'est à l'infini. Je n'en doute pas une seconde. Donc voilà, il s'agit d'un conflit que j'ai toujours. C'est vrai qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus graves dans la vie. Enfin, vous, ça vous préoccupe, donc. Oui, ça me préoccupe beaucoup. Je suis toute tremblante, un peu émue ce soir. Donc j'ai 3 filles et 2 petites filles, donc de ma fille aînée qui ont 9 ans et 3 ans et demi. Et ma deuxième fille m'a donné mon premier petit-fils qui est né la semaine dernière. Et ma fille aînée qui est donc dans le sud, moi je suis dans le Poitou. Ah, vous avez eu un petit-fils la semaine dernière, félicitations. Je vous remercie beaucoup. Donc mon premier petit-fils, parce que chez nous on est une famille de 2 filles. 2 filles, voilà. Donc ma fille vient, elle est arrivée ce soir, elle est partie dormir chez une copine, donc elle est à peu près à 1 heure de chez moi. Et elle vient vendredi soir, donc elle va voir son petit-neveu avec ses filles demain et vendredi. Et elle arrive chez moi pour dormir vendredi soir, je suppose à l'heure de dîner. Et elle va repartir samedi après-midi, après la sieste de sa fille qui a 3 ans et demi. Donc à chaque fois qu'elle vient à la maison, elle vient très rarement, vu l'éloignement, vu le travail, vu l'école, c'est pas toujours évident. Et si vous voulez, Caroline, elle me commande chez moi, je prends sur moi, je m'éloigne un petit peu, je pleure dans mon coin parce que j'ai peur aussi si je me braque de trop, si vraiment je rentre en grave conflit avec elle, elle est capable que je la vois plus, quoi. Elle me l'a déjà dit, c'est tant pis pour toi, tu me reverras plus de ma vie, de ta vie. Mais c'est une forme de chantage alors. C'est-à-dire que vous vivez dans cette peur au fond de l'altercation et où elle brandit le fait qu'elle vous... qu'il y aura rupture du lien. Ce qui, je comprends, vous n'avez pas envie de ça. Ça s'est déjà arrivé? Il y a eu des périodes comme ça de silence de sa part? Ah oui. Elle est venue au mois de mai. Oui. Parce que je vais essayer de résumer. Son papa, elle a perdu son papa quand il avait 9 ans et demi. Il est décédé. Elle avait 9 ans donc.
Elle avait 9 ans et demi, donc sa deuxième sœur qui a eu le bébé, elle avait 9 ans et demi, ma petite dernière, elle avait 2 ans. Donc ça fera 22 ans en janvier que mon papa est décédé. Et votre mari alors? Mon mari, voilà, c'est ça. Et donc quelques temps après, j'ai vécu avec un monsieur, et maintenant je suis plus avec lui depuis 10 ans. Et elle a toujours conservé le lien avec sa fille, dont elle est la marraine. Et cette fille-là, qu'elle considère comme sa sœur ou sa demi-sœur, elle s'est mariée au mois de mai. Et moi, j'étais invitée au vin d'honneur. Je n'ai pas voulu y aller parce que ma place n'était plus là. Donc, elle l'a très, très mal pris. Et le mariage a été dans mon village à 3 kilomètres. Et elle n'est pas venue me voir du tout. Donc, là... Oui, elle ne comprenait pas que vous n'alliez pas... vous ne vouliez pas vous recroiser cet homme, en fait. Je le recroise parce que c'est un élu de ma commune, on est resté en bon terme, on se dit bonjour, quelques petits mots. D'ailleurs, c'est lui qui a marié ma fille il y a 4 ans. Mais ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que ma fille est en procédure de divorce du papa de la petite, là. Donc, c'est très compliqué. Elle n'est pas bien. Je sais qu'elle est pas bien. Alors là, ce qui vous angoisse, c'est qu'elle doit venir chez vous parce qu'elle va venir voir son petit-neveu, non? Puisque vous avez un petit-fils qui est né la semaine dernière. Elle vient le voir. Elle vient voir le petit garçon de sa sœur. Oui, elle vient exprès pour le voir. D'accord. Et elle repart dimanche matin parce qu'elle travaille lundi matin. Bon. Ça vous angoisse le fait qu'elle vienne comme ça, même quelques jours? Vous avez peur, quoi, au fond? Je sais que je vais la voir. Je peux peut-être mal exprimer, Caroline, c'est que je vais la voir à peine une journée. Alors qu'elle vient que 4 jours parce qu'elle peut pas faire autrement. Elle a fait rater l'école. C'est peut-être mieux au fond si vous êtes sur le qui-vive, si vous avez peur qu'il y ait une altercation, une tension. Peut-être qu'elle aussi, elle fait en sorte elle vient vous voir, mais de pas rester trop longtemps dans un tête-à-tête. Voyez. Oui, je sais très bien qu'elle m'évite. Vous voyez, je suis allée. Pourquoi selon vous, il y a une telle agressivité de sa part? Pourquoi Parce que au fond, c'est un peu anecdotique là, l'histoire de vous n'avez pas voulu aller au mariage de la fille de votre compagnon avec qui vous n'étiez plus. Bon, elle. Enfin, il y a des choses plus anciennes certainement entre vous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vous reproche? Ou selon vous, même sans parler de reproches, pourquoi elle est aussi désagréable avec vous? Je sais pas, j'ai des amis très très proches qui l'ont connue toute petite avec leur papa, même des amis qui connaissent pas ma fille, une amie très proche qui connaît pas ma fille, qui n'a pas connu aussi mon mari. Elles me disent, Catherine, je pense que ta fille, elle a une rancœur, elle te rend certainement de quelque chose. Oui, ils ont raison. Et je n'ose pas. Une fois, je lui ai dit, on communique beaucoup par SMS parce que elle s'emporte tellement, elle crie au téléphone, quand ça va pas, elle me tient beaucoup tête. Donc, je préfère, et comme ça, je relis mes SMS et celles qu'elle m'a envoyées, c'est mes réponses. Et franchement, je n'arrive pas. Elle a besoin de liens quand même. Vous dites, vous communiquez beaucoup par SMS, donc elle est très en attente, par rapport à vous. Même si c'est dans l'agressivité. C'est-à-dire c'est moi qui demande des nouvelles par SMS pour Oui, c'est plus facile, c'est ça, ça évite, c'est plus simple par... Oui, mais elle vous répond, elle pourrait... Oui, des fois, elle me répond pas tout de suite parce qu'elle est très, très, très occupée. Ma dernière fille, qui a vraiment la tête beaucoup plus mature que sa sœur aînée, elle me dit, maman, ma sœur, je ne dis pas le prénom, est pas organisée parce qu'elle élève ses 2 filles toute seule, donc c'est pas facile. Et pourquoi? Parce que ma fille aînée, donc elle a eu un enfant avec son premier compagnon, elle n'était pas mariée, et il l'a quittée quand ma petite fille, elle avait 10 mois. Donc maintenant, elle a 9 ans. Ça a dû être dur pour elle. Oui, c'est dur pour elle. Et si vous voulez, ma fille, pareil, je dis bien pareil, très forte, mais je pense qu'elle est... D'une part, elle n'a pas fait le deuil de son père, ça elle me l'a dit plusieurs fois très ouvertement. Et elle m'a dit... Elle en parle parfois de son père? Très, très rarement. Quand vous dites qu'elle en parle très ouvertement, c'est-à-dire de quoi? Qu'elle n'a pas fait le deuil? Qu'est-ce qu'elle dit à ce sujet? Elle m'a déjà dit plusieurs fois. Qu'est-ce qu'elle vous dit précisément? Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'elle ferait jamais le deuil de son papa. Pour elle,
elle est... Vous pensez qu'il y a quelque chose qui a à voir avec cette période-là, au fond, ou après elle a pu vous en vouloir, à vous, de quelque chose, ou de ce qui s'est passé après? Parce que vous deviez être mal aussi, évidemment, après. Oui, j'étais très très mal. Bon, c'est vrai qu'elles m'ont vu, j'essayais de me cacher pour pleurer, mais bon, elles m'ont vu... il y avait la souffrance sur nous quatre. Bon, la petite dernière, elle avait 2 ans, donc qui ressemblait beaucoup. Elle le vivait moins, enfin, elle le ressentait bien sûr, mais elle, en tant qu'aînée, a pu prendre de plein fouet beaucoup plus de choses, oui, par rapport à ses 2 autres sœurs, ça c'est certain. Oui, c'est vrai qu'elle me secondait. Et oui, en tant qu'aînée, elle a pris vraiment de plein fouet et cette absence, parce qu'à 9 ans et demi, on comprend déjà ce qui est en jeu, et votre chagrin après. Alors, je sais pas... Elle vous secondait, vous voulez dire à la maison un peu, auprès des autres filles? Donc la deuxième, parce que je suis propriétaire, j'ai une très grande maison, donc ma deuxième qui vient d'être maman, là, m'aidait à l'extérieur, tout ce qui était l'été, printemps, jardinage et tout. Et ma fille aînée m'aidait à un petit peu faire le ménage, parce que bon, j'étais pendant 3 ans sans travailler. Et donc, elle s'occupait beaucoup de sa petite sœur, aussi dans le ménage, dans la cuisine. Donc, je peux dire qu'elle était une seconde maman. Donc, elle a été... c'était trop précoce pour elle. Ça a été... ça l'a fait grandir trop vite, quoi. Et là, je sais pas... Oui, mais ça n'empêche que c'est pas une raison non plus pour tout accepter d'elle, y compris même si elle brandit cette menace de je te verrai plus, c'est pas une raison pour qu'elle soit agressive comme ça avec vous, qu'elle aille trop loin en tout cas. Voyez, vous pouvez lui dire, il s'agit pas de tout accepter non plus, parce que je crois que je pense que ça n'aide pas non plus votre relation. Si au fond, il y a des moments où elle se défoule, elle devient très agressive et que vous ne répondez pas, c'est comme si vous laissiez faire, il peut y avoir une demande derrière et comme si au fond, ça glissait sur vous. Ça va pas non plus. Il s'agit pas de rentrer, il s'agit pas de vous lancer dans une discussion à ce moment-là, mais dire écoute, à ce moment-là, en tout cas, l'arrêter, dire non, là, on va pas rentrer, j'ai pas envie de rentrer dans cette discussion-là ou pas en ce moment, ou en tout cas, qu'est-ce qui se passe, mais j'ai pas envie que de mettre à un moment quand même certaines limites. Parce que j'ai l'impression, ou j'ai peut-être mal compris, que comme vous avez peur de la rupture, elle vous menace de ça, du lien, vous acceptez tout, y compris quand même une très grande agressivité. Non ? Oui, c'est vrai qu'elle sait très bien que jusqu'à là, pour moi, je fais pas de différence, c'est-à-dire que j'ai mes 3 filles et mes 2 petites filles. C'est pas de ça dont il s'agit. Et jusqu'au 8 décembre, là, la naissance de son neveu, elle savait très bien que mes 2 petites filles comptaient plus que tout. Si vous voulez, la naissance de mes petites filles, c'était... donc ses filles. Oui, ses filles. Donc, si vous voulez, je me suis vraiment encore plus raccrochée à elle par rapport... moi, mes amis me disent que je vis trop, donc j'essaie d'avancer, bien sûr, depuis 22 ans. Mais mes amis, je pense qu'elles ont raison. Je vis un petit peu, je rapporte toujours un petit peu à mon passé par rapport à la vie avec mon mari, quoi. Et ça, je pense que ma fille, elle doit le ressentir. D'ailleurs, d'autant plus si elle, ça le ramène à cette douleur immense d'avoir perdu son père, enfant, et quand un enfant perd un parent aussi, il perd aussi un peu le parent qui reste, parce que le parent qui reste est différent. Vous-même, pourquoi vous vous raccrochez tout le temps à cette période-là, aujourd'hui encore? Parce que c'était la période heureuse pour vous. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, mais elle, ça la ramène à quelque chose aussi de très douloureux. Et peut-être qu'il y a quelque chose aussi... Du coup, vous vous raccrochez aussi beaucoup à elle, finalement. Oui, parce que je la vois très très peu. Donc, vous voyez, je suis allée passer Noël l'année dernière chez elle parce qu'elle avait plus de voiture. Donc, j'ai laissé, je vais pas passer Noël avec mes 2 autres filles parce que je savais que je serais presque 1 an sans la voir et sans voir mes 2 petites filles. Donc, Noël 2014, je suis allée une semaine chez elle où là, ça se passe mieux.
j'ai pris une semaine de congé et donc je suis allée la voir. Ça se passe mieux, mais ceci dit. Oui, et ça se passe mieux que quand elle vient chez vous, dans la maison où vous avez vécu, où elle a vécu enfant, et donc où avec votre mari, avec son père. Oui, pour plusieurs raisons. D'une part, elle travaillait, bon, à temps partiel, mais elle travaillait. Donc, j'ai eu la chance enfin, je vois ça comme une chance d'avoir mes petites filles où je les ai emmenées se promener dans un centre aquatique. Elles étaient très heureuses. On a mangé au restaurant. J'ai fait, donc, j'aime pas ce mot profiter, mais bon, voilà. Si, mais passer de bons moments avec vos petites filles. Oui. Mais autrement, si le soir je n'engageais pas de conversation avec ma fille pendant le repas elle m'évite complètement. Et ce que je voulais vous dire aussi, Caroline, c'est que le Noël dernier, donc elle a des amis, heureusement pour elle, on s'était convenu qu'on fasse le 24 toutes les 4, donc ma fille et mes 2 petites filles et moi. Et au dernier moment, elle m'a dit non, on va chez une amie à elle, et le 25 aussi. Donc le 24, on était 12-15, je sais plus, des gens que je connaissais pas. Et pourquoi vos autres filles n'étaient pas là ? Pourquoi votre fille avec les enfants ? Et seulement vous, enfin pourquoi pas les autres parce que déjà ma fille, elle a un tout petit appartement, donc il n'y avait pas de quoi loger. Et oui, mais vous avez 2 autres filles. Pourquoi finalement vous envisagez de le passer uniquement avec vos filles aînées, votre fille aînée, vos petites filles ? Ah, parce que je n'avais pas compris, Caroline. C'est parce que je les aurais pas vues autrement. Oui, mais c'est bizarre. Pourquoi elle est si à part ? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi Bon, avec ses sœurs, ça se passe comment avec ses sœurs ? Ma fille, la dernière, est étudiante à Bordeaux, donc elle la voit très écoutez, très peu. on va marquer une pause, on va reprendre là un peu après les infos, d'accord ? Ne raccrochez pas. D'accord, merci Caroline. La nuit se poursuit sur Europe 1 avec vos appels au 39 21 et toutes vos réactions qui me parviennent par mail sur le site europe1.fr et par SMS au 7 39 21. Alors on va retrouver Catherine. Catherine, vous êtes un peu désemparée sur l'attitude un peu adoptée vis-à-vis de votre fille aînée. Vous avez 3 filles. Et vous venez d'avoir, vous avez deux petites filles, vous venez d'avoir également un petit-fils, le premier petit-fils il y a une semaine, donc votre fille aînée va venir voir son neveu. Le problème c'est que, c'est très conflictuel entre vous, oui, je reçois un message de Monica qui dit « Il semblerait, quand on vous écoute, Monica dit, je peux me tromper, mais que vous éprouvez une très grande culpabilité par rapport à votre fille. » Mais Monica dit, on a du mal à en comprendre la raison. Est-ce que ça vous parle, ça ? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression, et c'est peut-être cette raison pour laquelle vous n'intervenez pas quand elle est agressive avec vous, vous vous en voulez, enfin, de quelque chose. Non, enfin, pour moi... Non. Je vois pas de raison pour laquelle je devrais m'en vouloir. Alors, j'ai été élevée toute seule et puis j'ai tout fait pour elle. Peut-être trop d'ailleurs. Sacrifié, j'ai fait ce que j'ai pu. C'était pas évident pour moi. J'avais 32 ans à l'époque d'endosser le rôle du papa et de la maman. Enfin, faire qu'un seul bloc, quoi. Donc toutes les 3 savent très bien que j'ai fait le meilleur pour Catherine, je me souviens, vous m'avez déjà appelé à d'autres reprises, et c'est vrai ça n'a pas beaucoup progressé. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans ce désarroi, vous vous sentez assez désemparé par rapport à cette situation.
Et ça vous rend malheureuse, on l'entend bien. À chaque fois, ça crée beaucoup d'angoisse quand vous devez vous retrouver avec votre fille. Vous avez peur que le lien soit rompu et en même temps, ce lien-là, tel qu'il est, ne vous convient pas. C'est très chargé en angoisse, votre relation. Et je pense que ça n'avance pas. Je pense que ça pourrait peut-être vous aider, quand même, vous, d'aller parler à quelqu'un de cette histoire, de cette relation, de ce qui vous préoccupe. Puisqu'au fond, vous avez un peu de mal à dire, vous voyez, quand ce que disent vos amis, votre fille vous en veut, semble-t-il, en témoigne son agressivité. Et vous-même, vous avez du mal tout est trop imbriqué, trop lié, à comprendre ce qui est en jeu. Et peut-être que le fait de prendre le temps, vraiment, de vous pencher sur votre histoire familiale, sur votre relation avec votre fille, vous aiderait un peu à y voir plus clair et du coup à changer un peu, à modifier un peu votre attitude par rapport à elle et au fond à apaiser les choses. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quand elle s'est mariée, il y a eu 4 ans au mois de septembre, donc après c'est elle qui a demandé le divorce, quoi, en juillet 2014, et elle habitait dans la région nord de chez moi, et là ça se passait, on va dire, très bien, puisque elle travaillait dans le commerce le samedi et le dimanche matin, et donc avant son mariage, elle connaît son ex-mari, elle était toute seule, et donc là, elle avait uniquement ma petite fille aînée, et j'allais garder ma fille quand elle avait besoin de moi. Je la voyais très régulièrement, donc je la voyais peut-être tous les 15 jours. Enfin, c'était pas calculé quand ma petite fille venait en vacances. D'ailleurs, ma petite fille, quand elle vient, mamie, elle me saute dans mes bras. Mais c'est plutôt encourageant, Catherine. Ça montre que vous pouvez aussi. Dans le passé. Oui, mais le problème, c'est que vous êtes beaucoup, peut-être, dans le passé. Vous avez dit aussi, vos amis à qui vous confiez beaucoup, vous disent, au fond, que vous parlez beaucoup de votre passé, de quand votre mari était présent, et que peut-être, pour votre fille, c'est un peu lourd aussi, ça. Oui, mais ce que je voulais vous dire, Caroline, c'est que quand elle était, là, je vous parle d'il y a plus de 4 ans. Oui, mais ça, j'ai compris, que c'était un passé beaucoup plus récent. Oui, voilà. Oui, mais franchement, Catherine, je pense que, moi, je vous inviterais à vraiment en parler, puisque vous en parlez, ça vous préoccupe beaucoup. Vous m'avez appelé déjà à plusieurs reprises, toujours pour me parler d'elle. Oui, c'est d'elle. Vous en parlez beaucoup. Oui, on a l'impression d'ailleurs, c'est comme si elle était fille unique, alors que vous avez d'autres enfants, d'autres filles. Parce qu'avec ses 2 sœurs, ça se passe bien, quoi. Mais oui, mais il y a quelque chose dans cette relation-là de particulier. Peut-être que du fait que, en tant que fille aînée, elle avait 9 ans et demi quand vous avez perdu votre mari, donc elle, son père. Elle vous a beaucoup secondé. Il y a peut-être eu quelque chose là d'un peu douloureux. Elle vous le dit d'ailleurs. Elle n'a pas fait le deuil de son père. Il y a de la douleur chez votre fille. Elle se retrouve aujourd'hui seule à élever ses enfants. Elle n'a pas d'homme qui la soutient. Enfin, vous voyez, il y a une absence. Il y a une absence de père. Il y a une absence d'homme dans sa vie. Il y a quelque chose qui est certainement douloureux pour elle. Il y a quelque chose qui est angoissant quand elle se retrouve avec vous. Et on peut pas le dénouer comme ça en quelques échanges à l'antenne. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond et qui pourrait certainement, si vous vous donnez un peu la peine de chercher à comprendre, puisque vous tentez de comprendre, mais vraiment en creusant un peu cette relation, en allant parler de vous, vraiment en profondeur, de ce que vous ressentez, de ce qui se passe, de rentrer vraiment dans les anecdotes, de pouvoir... il va en sortir quelque chose, beaucoup plus que dans quelques échanges comme ça à la radio. Puisque ça vous tourmente beaucoup, je trouve que autant vous pencher sur cette relation pour parvenir à avoir un lien un peu plus serein avec elle. D'accord. Et je voulais aussi avoir votre avis, Caroline. Le fait que je suis seule depuis 10 ans, j'ai eu quelques relations qui n'ont pas donné de relations sérieuses, quoi. Ça, je me réfère à ce que mes amis m'ont dit aussi. Est-ce que je suis en situation, on peut dire, d'échec sentimental, et que ma fille aujourd'hui, elle est en échec sentimental? Est-ce que elle a le reflet de sa maman? Et vous voyez le parallèle que vous faites constamment entre elle et vous, comme si vous étiez liés. Oui, mais justement, puisque vous en parlez beaucoup à vos amis, allez-vous en parler vraiment, mais avec quelqu'un
un thérapeute. C'est possible que ma fille, je ne sais pas. Elle soit mal. Je ne sais pas parce que je trouve qu'il y a, moi ce que j'entends, c'est vous faites trop de parallèles. C'est comme si votre fille c'était vous par certains moments et que vous êtes trop identifié à elle et peut-être que justement il y a quelque chose qui est peut-être angoissant. D'ailleurs, quand vous vous retrouvez. En tout cas, vous le vivez comme un échec, le fait de ne pas avoir pu reconstruire, d'être seule, il y a un manque. Votre fille, dans sa vie, elle n'a pas été très heureuse dans sa vie de femme, donc oui, elle peut faire, mais il y a un manque à la base, ce père qui malheureusement a disparu de sa vie tragiquement, et vous il a disparu aussi de la vôtre, mais évidemment c'était pas la même place. Oui, il y a certainement des choses qui sont mêlées, mais c'est pas en y répondant comme ça que ça va faire avancer votre relation à toutes les deux. Il faut peut-être que vous penchiez aussi sur ce qui n'est pas bien réglé chez vous, pour pouvoir que les choses bougent un peu. Parce que là, c'est vrai que ça tourne un peu en rond dans votre histoire. C'est vrai que moi aussi... oui, ça tourne en rond. Donc il faut trouver un interlocuteur qui vous permettra déjà, vous, d'être moins angoissé, parce que ça va pas. Vous soyez aussi angoissé à chaque fois que vous devez voir votre fille. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'aller vraiment parler de votre angoisse. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est en jeu ? D'accord ? D'accord. Bon courage. D'accord. Bon courage, Catherine. Beaucoup, Caroline. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Et c'est maintenant Michel qui est avec nous. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Oh, je suis anxieuse de parler à l'antenne. Oh, ça fait ça les premières minutes, mais vous inquiétez pas, ça va passer, ça. J'ai fait un syndrome de Guillain-Barré. Alors, vous pouvez me dire de quoi il s'agit ? Alors, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que les muscles, comme c'est les nerfs, la périphérie des nerfs qui est atteinte, donc les muscles s'en vont. Mais si vous voulez, ça revient. Donc j'ai été hospitalisée et tout, et puis ils m'ont fait une ponction lombaire, naturellement, pour le protocole de la maladie. Et je ne pouvais pas bouger mes bras, naturellement, tout mon corps était pris. Hein. Et puis l'après-midi, j'ai eu un violent mal de dos. Donc l'interne est venu et avec le Guillain-Barré, on sent nos jambes. Et il me dit oh non, c'est pas grave, enfin bref. Donc il s'en va et le soir l'infirmière est venue, je lui ai dit je ne sens plus mes jambes, il faut absolument appeler le chef de clinique. Et puis elle m'a dit vous, il y en a marre de vous, vous faites que vous plaindre. Elle m'a donné un Dexomil entier. Donc je me suis endormie. Puis le lendemain matin, quand le chef de clinique est passé, il a vu que c'était très grave. J'ai fait une hémorragie dans la colonne. Si bien que j'ai eu une compression de mon épinière. Oh là là, et depuis vous êtes en fauteuil, vous avez perdu l'usage de vos jambes. J'ai perdu l'usage de mes jambes. Donc je fais tout pour récupérer mes jambes. Naturellement, donc je fais de la fasciathérapie, je ne sais pas si vous connaissez. Oh non, malheureusement, non. Non, c'est les fascias à l'intérieur du corps. C'est une amie qui me fait ça toutes les semaines. J'en fais, et puis depuis un moment, je fais tous les mois. Donc, je récupère. Parce que je suis au niveau de soutien-gorge, un T7, T8. Donc, au niveau du bassin, ça va. Je reste bien assise dans mon lit, dans mon fauteuil. Puis, je sens bien mes jambes maintenant. Les kinés passent tous les soirs. Pour bien travailler mes tendons, naturellement, derrière les chevilles, parce que si je remarche, il faut absolument pour pas que les tendons se rétractent. Bien sûr. Voilà, moi, j'étais ça s'est passé, tout s'est enchaîné, là, il y a combien de temps ? Ça va faire 20 ans, 19 ans. Ah, d'accord, oui, d'accord. Oh là là, j'ai vraiment pas eu de chance, pas eu de chance. Vous avez quel âge ? 63 ans. Oui, vous étiez jeune, hein, quand... J'avais 44 ans. Donc, j'ai toujours travaillé. J'étais cadre en finances publiques. Vous êtes courageuse, hein. Donc, j'ai toujours travaillé. Je ne prenais pas de vacances l'été parce que je ne pouvais pas travailler à plein temps. Donc, je prenais tous mes mercredis en vacances toute l'année. D'accord. Et bien, j'étais seule avec mes deux enfants. Donc, quand ça m'est arrivé, mon fils le plus jeune, il est resté tout seul pendant 1 an tout seul à l'appartement parce que moi, je ne rentrais pas. Je suis restée 1 an dans un centre de rééducation. Et j'avais un ami, naturellement, et ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, et il m'a laissé tomber, il m'a dit, moi, j'ai pas de temps à perdre, je te laisse. Parce qu'il avait 15 ans de plus que moi. Oui, enfin, c'est terrible de vous balancer ça comme ça. Oui, un vendredi soir, il m'a dit ça. Il m'a dit, non, on ne va pas se Oui, mais c'est odieux. Enfin, après...
c'est pas, je porte pas un jugement sur. Ça peut être compliqué quand le handicap vient dans la relation. Malheureusement, c'est le plus terrible, c'est pour vous. C'est vous qui êtes directement concerné en premier lieu, évidemment, qui souffrez dans votre corps, moralement. Enfin, mais il y a des façons de faire. Vous voyez, le côté aussi d'être aussi brutal, c'est vraiment odieux. Alors, moi, j'étais très mal, hein. Il y a de quoi. Bon, vraiment, outre ce que déjà vous viviez, traverser, j'ai quand même, j'ai une force de caractère quand même, hein. Bon, j'ai remonté certainement, oui, il vous a fallu beaucoup de volonté. Donc là, moi j'ai une retraite correcte et tout, ça y est maintenant, donc c'est bien. Oui. Ça fait 1 an que je suis à la retraite, donc j'ai passé des annonces sur des sites de rencontres, mais quand je dis que je suis en fauteuil roulant, non. Ça crée un recul, une peur finalement. Oui. Alors je suis un peu C'est-à-dire que non, vous n'allez même pas, il n'y a même pas la rencontre. C'est ça, c'est dans ces cas-là. Il y a eu des rencontres, mais non, j'ai eu plus de nouvelles après. D'accord. Vous avez quand même rencontré, vous avez pu... J'ai rencontré, oui. Oui, donc finalement, il y en a qui ne s'arrêtent pas à cette peur. Mais quand ils viennent chez moi, après, je les revois plus. Pourtant, ils savent mon état, je le dis. Mais c'est peut-être pas lié, alors pour le coup, uniquement à ce problème d'être en fauteuil. Je pense que si. Mais j'avais un médecin qui me suivait, il me disait, vous, pour rencontrer quelqu'un, il faut vous voir avant. Il dit que les sites de rencontre, c'est pas pour moi. Mais il a raison. Il a raison parce que du coup, on ne voit que c'est pas lié à vous. C'est-à-dire qu'on ne voit que le handicap, du coup. Oui, voilà. On a tendance à ne voir que ça, et du coup, ça suscite beaucoup d'émotions, ou de la peur, ou de la crainte, enfin, de la compassion, parce qu'on voit donc en premier lieu ce qui manque. Oui. Et donc ça on se dit oh là là, on pense à dépendance, alors que si la personne vous rencontre et que du coup elle vous voit vous dans votre singularité, c'est-à-dire avec votre personne, c'est ce que dit votre médecin, c'est-à-dire que votre médecin ou votre personnalité, votre sensibilité, votre intelligence, tout ce potentiel finalement, de l'érotisme, des pleines de talent, ce qui fait la singularité d'une personne et donc la vôtre en particulier. Là, on peut s'attacher à vous et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on ne peut même plus voir votre fauteuil. On ne peut plus voir le fauteuil, voilà. Oui, c'est vrai, oui, c'est ce qu'il me dit. Mais il a raison, alors que, évidemment, et je comprends votre démarche, vous allez sur un site de rencontre, vous ne pouvez pas vous ne concevez pas, en tout cas, de ne pas dire que vous êtes en fauteuil, quoi. Vous auriez l'impression de mentir. Oui, mais du coup, ça suscite des réactions, qu'on peut malheureusement qu'on peut comprendre parce que le handicap provoque ces réactions-là, quoi, un peu de crainte, de dire oh là là, ça va être compliqué. Oui. Alors je sors très peu parce que dehors avec les fauteuils, je suis pas très. C'est pas adapté là. Malheureusement, il y a beaucoup de villes qui ne sont pas adaptées aux fauteuils. Non, ça va, mais c'est trottoir et tout, j'ai peur en plus. Est-ce que vous vous êtes mis en contact avec l'association des paralysés de France ? Oh non, que je ne vais pas rencontrer des gens comme ça. C'est bien dommage parce que pour le coup, c'est. Oui, mais c'est pour le coup, c'est une association qui fait beaucoup. Et justement, quand vous dites des gens comme ça, vous voyez, vous-même, vous rentrez dans ce côté comme si ils étaient tous pareils. Non, parce que c'est des gens qui ont une histoire différente. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'être là pour que chacun raconte son histoire et pleure sur son histoire, mais parce que cette association, c'était un jeune homme qui travaillait là, un moment à la technique, à la réalisation de l'émission, son père travaillait dans cette association et j'ai découvert à travers ça qu'ils faisaient plein de choses, mais vraiment formidables, qu'ils avaient des tas de possibilités d'ouverture d'ateliers, de rencontres, avec valides et personnes en fauteuil, et que vous pourriez trouver beaucoup de soutien. Je ne dis pas pour faire des rencontres, vous voyez, je suis pas dans le cadre de rencontres amoureuses, mais beaucoup de soutien. Quand vous me dites, par exemple, dans la rue, vous avez peur avec votre fauteuil et autres, vous pourriez trouver certainement beaucoup d'aide. Voilà. Essayez quand même peut-être de... J'ai beaucoup mal au dos, moi. J'ai mal au dos. Hein. Oh là là, des fois, j'ai... Et puis, par contre, tous les matins, je me mets 1 heure debout. Hein. Oui, vous êtes volontaire.
Oui, je me mets 1 heure debout tous les matins, c'est l'infirmière qui vient m'aider à me mettre, et puis je m'assois toute seule. Oui, vous avez une détermination farouche. Hein. Oui, je veux m'en sortir, je sens ma jambe gauche, je sens qu'elle est prête à bouger, ma jambe. Parce qu'avec tout ce que j'ai fait, c'est sûr que... Oh là là, j'espère que je vais réussir. Je vous le souhaite. J'ai un petit-fils qui a 2 ans, je ne peux pas trop m'en occuper. C'est frustrant aussi. Surtout que je me dis, jamais ça aurait dû m'arriver. Jamais, jamais. Si j'avais été opérée le jour même, c'était bien. Oui. Naturellement, ça passait l'après-midi et la nuit. C'est de sa faute à elle, vous vous rendez compte? Une infirmière, vraiment, elle était à la sonnette et tout. Oh là là, ça, s'il y a des gens qui... C'est vrai que je suis beaucoup seule. Oui, depuis que je suis à la retraite, tant que j'ai travaillé, ça allait. C'est-à-dire que c'est le moment aussi profiter de cette retraite pour aussi pouvoir faire des choses que vous auriez peut-être aimé faire. Enfin, votre vie a été bien remplie par déjà surmonter vous étiez très occupée à faire face, déjà à vous reconstruire. Mais peut-être aujourd'hui, quels sont vos centres d'intérêt? Qu'est-ce qui vous permettrait de profiter de tout ce temps que vous avez là aujourd'hui devant vous pour participer à des ateliers, faire quelque chose pour vous finalement, où vous trouviez déjà du plaisir et qui vous permettrait d'être moins seul, de faire connaissance avec d'autres personnes, enfin déjà de vous lier d'amitié. C'est difficile de se déplacer parce qu'il y a les bus, mais il faut les commander 10 jours à l'avance. Quand on veut une course. Oui, mais c'est pour ça, là, franchement, moi, je vous invite à vous mettre en relation avec l'Association des paralysés de France, parce que j'entends bien votre recul et on sent comme si vous ne vouliez pas être associé à cela. Je le comprends, je le respecte tout à fait, mais ça pourrait justement dans cette difficulté de la ville aussi au quotidien, quand on est en fauteuil, la difficulté de se déplacer, tout devient très compliqué quand on est en fauteuil. Je pense que là, vous pourriez quand même trouver de l'entraide, de la solidarité, du réconfort. Alors, je ne vous dis pas après de rester... C'est pas le but, d'ailleurs, de cette association, de faire comme un ghetto, là, on est entre personnes en fauteuil. C'est pas ça, c'est pas le but. C'est essayer de voir comment aussi concrètement, peut-être, on peut vous aider. Enfin... En tout cas, là, pour sortir un peu de votre isolement, ça serait bien de voir peut-être déjà auprès de votre mairie, qu'est-ce qu'ils proposent, voir par exemple en janvier, là, qu'est-ce qu'ils proposent comme activité, en fonction de vous aussi, ce que vous aimez faire, et de vous inscrire, de commencer quelque chose, vous voyez, une ou deux activités. Faire, c'est avec mes jambes, alors je suis coincée. Oui, mais justement, il y a quelque chose, il y a un travail à faire aussi, puisque aujourd'hui, vous êtes en fauteuil. Oui. Il y a aussi des choses que l'on peut faire en fauteuil. Oui, je sais. Mais vous avez du mal à accepter ça. Oui. D'accord, on voit bien. Vous êtes aidé un peu psychologiquement. On sent qu'il y a un besoin d'un travail. Vous voulez, toute votre énergie, vous tendez sur la possibilité de pouvoir à nouveau vous servir de vos jambes, mais c'est ça que je... Oui, mais du coup, ça vous prive. Je comprends. Et j'espère que vous pourrez le faire. Mais en attendant, il est important aussi de pouvoir quand même avoir des moments de bien-être, de plaisir, de rencontre, de pas vous priver de ce qui fait aussi la vie. Donc, je sors avec mes enfants quand même, quand on va... Enfin bon, c'est vrai que si j'avais quelqu'un, la vie serait beaucoup plus simple. Si je rencontrais quelqu'un. Que ça éviterait oui, mais pour rencontrer quelqu'un, Michel, vous vous rendez bien compte que c'est pas en restant chez vous. Non, et les sites de rencontres, moi je partage l'avis de votre médecin. Le handicap est mis en avant et on ne vous voit plus, vous, dans votre personnalité. Il vous a fallu beaucoup de force, de combativité pour trouver quoi compenser avec ce que vous avez subi, vivre, vous accrocher. Donc oui, il y a une personnalité très riche derrière tout ça, et très volontaire et très forte. Bon, mais pour ça, il faut, je vous dis, à un moment, on ne voit plus le fauteuil parce qu'on voit la personne. Mais il faut aussi, c'est-à-dire qu'il faut un peu sortir et il faut voir. Là, c'est comme si vous refusez. Le fait d'avoir refusé la notion même de handicap, c'est ce qui vous a permis de tenir. Mais il faudrait pas qu'aujourd'hui ça se retourne contre vous et que ça vous isole. Le risque, il est peut-être un peu là. Oui, c'est ça, ça m'isole. Du coup.
Avec quelqu'un dit, est-ce que vous avez contacté la maison départementale des personnes handicapées? Oui, la MDPH, vous voulez dire? Oui. Ah oui. Parce que quelqu'un m'envoie un message en disant que le SAVS, alors je ne connais pas, SAVS, c'est un service apparemment qui aide à créer du lien, à trouver des associations, des structures intéressantes. Donc par ce biais aussi, vous pourriez réfléchir, en tout cas réfléchir aussi à vos goûts, à vos centres d'intérêt. Il y a des choses que vous pouviez faire quand vous aviez votre mobilité, mais il y a peut-être aussi d'autres choses que l'on peut faire, même quand on est en fauteuil. Participer il y a des choses que l'on peut faire. Je sais, il y a des gens qui font pas mal de choses en fauteuil. Hein. Mais oui. Mais le problème, c'est que c'est un peu, vous voyez, votre côté très volontaire qui vous a permis de tenir et à faire face à une situation extrêmement pénible et angoissante, là où d'autres auraient lâché, vous vous êtes accroché, vous vous êtes vraiment battu de toutes vos forces. Le problème, c'est qu'il faudrait pas que ça se retourne aujourd'hui dans... comme le dit Brigitte, finalement, de ne pas refuser aussi toute proposition qui pourrait améliorer votre quotidien, que ce soit après tout sur le plan matériel ou relationnel. C'est-à-dire que même si vous avez toujours cet objectif de vouloir remarcher, de tout faire pour cela, en attendant, si, comme le dit Brigitte, vous pouvez un peu améliorer au quotidien votre vie, vous la faire un petit peu plus douce, pourquoi refuser? C'est la SAVS, vous dites? Oui, alors je sais pas plus. La personne dit que c'est via la MDPH, où il pourrait déjà un peu vous orienter. Service d'accompagnement à la vie sociale, me dit Fifi, voilà, qui a fait une petite recherche internet. Et il y a Monica qui dit, je confirme, par rapport à la vision du handicap, on ne voit plus à un moment, elle dit, j'ai un voisin qui est en fauteuil, il est marié, il a 2 enfants, et c'est un sacré fêtard, et on oublie vraiment qu'il est en fauteuil, on retient surtout, voilà, cette personnalité, elle le voit comme un fêtard avant tout. Oui, parce qu'on oublie le fauteuil après. Mais bien sûr. Oui, c'est vrai. Mais pour ça, comme le dit Yvan, c'est-à-dire qu'il faut... puisque vous avez ce désir de rencontrer, de rencontrer d'autres personnes, et de ce désir aussi de trouver un compagnon de vie, ça veut dire il faut un peu sortir et donc voir comment, et peut-être y penser par rapport à janvier, là, ce début d'année, de dire ouvrir un peu votre horizon. Ce qui ne veut pas dire que vous renoncez à la perspective de retrouver de la mobilité, mais ouvrir votre horizon et voir comment vous pouvez vous rendre la vie plus douce et plus agréable. D'accord ? Parce qu'il y a des auditeurs qui peuvent m'appeler pour, je sais pas, pour une amitié ou, je sais pas moi, des gens qui, pour discuter, vous voyez bien. Écoutez, bien sûr, on transmettra volontiers votre numéro, Michel. Oui. Il y a aucun souci. Et puis je me dis que la médecine avance aussi. Oui, bien sûr. Avec les cellules souches et tout ça, c'est ce qu'il me disait mon médecin. Bien sûr, oui. Alors je me dis que gardez espoir. Il faut que je m'accroche, quoi. Oui, mais mais le problème, c'est quand vous accrochez c'est compliqué. Il faudrait peut-être que parallèlement à ça, vous soyez un peu soutenu parce que vous accrochez tellement. Votre façon de tenir, ça a été de refuser le handicap. De dire, de toute façon, c'est pas pour moi, je vais remarcher. On voit bien, quand je vous ai parlé de l'association, c'est pas, je veux pas, quoi. Il y a quelque chose, c'est non. C'est comme si c'est. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est votre façon de lutter, de résister. Et je le comprends, c'est ce qui vous a aidé. Alors, loin de moi, vous voyez, je serais vraiment, je le respecte complètement. Le problème, c'est qu'à un moment, ça peut se retourner un peu contre vous parce que du coup, vous êtes tellement dans cette démarche-là que, oui, mais en attendant, il y a votre vie, il y a votre désir, il y a votre solitude qui vous pèse, et il y a certainement des façons, en attendant, aussi de faire des rencontres quand même. Oui, c'est ce qu'il disait mon médecin. Il faut faire comme si vous êtes en fauteuil, et si un jour ça revient, ça revient. Il y a Anita qui envoie un petit mail en disant, peut-être vous connaissez, il y a l'association jacques7.com. Ça permet de voir déjà quels sont tous les lieux accessibles en fauteuil. Ah oui, là je connais pas ça. Vous connaissez pas ? Voilà, Jacques7, tout attaché, JACEDE.com, oui. Jacques7.com. Et puis on a Bernard, pardonnez-moi, qui est avec nous au 3921. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Caroline, et bonsoir à la dame. C'est Michel qui est avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir Bernard. Alors vous l'avez écouté attentivement, Michel, et qu'est-ce que vous vouliez lui dire ?
Je voulais lui dire déjà que je suis de votre avis, qu'elle se rapproche des paralysés de France. Et là, je vois, moi, pour mon handicap visuel, nous avons beaucoup d'associations. Oui. Et ces associations nous permettent de faire beaucoup de choses. Prenez-moi, je fais du théâtre, je fais des sensibilisations pour faire connaître le handicap. Oui. Je fais énormément de choses. Et j'ai fait de la rééducation à Paris. Oui. À la Fondation Sainte-Marie, qui fait de la rééducation pour les gens en chariot. Ça comprend la rééducation quand on est malade, mais ça comprend aussi la rééducation de la vie courante. Oui. Ça vous aidera pour la vie courante. Et vous avez contacté l'association Valentin Huy pour votre problème d'handicap. Quelle association vous avez contacté? Moi, je fais partie de l'association Voir Ensemble. D'accord. Vous comprenez la réticence que peut éprouver Michel en me disant, au fond, c'est la façon de tenir, peut-être c'est ce qu'on fait au départ, c'est ce que vous avez pu faire, refuser au fond le handicap. Oui, je comprends très bien, parce que je vais vous dire, moi pour moi-même, je voyais, maintenant je suis tombé complètement dans la déficience visuelle, mais j'étais malvoyant. Et c'est de naissance. Oui. Et prenez à 18 ans, on m'a déjà demandé d'avoir la canne blanche, et je refusais de prendre la canne parce que j'avais honte de prendre la canne blanche. Et vous avez beaucoup de gens à la Fondation de Sainte-Marie qui ne veulent pas la prendre parce qu'ils ont honte de la canne blanche. Remarquez, moi j'ai un peu honte aussi en fauteuil. Enfin, je suis pareil aussi. Donc vous voyez, après, ce qu'il faut se dire, madame, c'est que le handicap, on ne l'accepte pas totalement, mais il faut se faire une autre vie. Oui, il faut vivre avec. Il faut vivre avec, et c'est en acceptant plus ou moins le handicap, en se faisant une autre vie, vous verrez où vous ferez des rencontres, où vous ferez beaucoup de choses. C'est de s'ouvrir au monde, et l'handicapé, c'est pas les personnes qui doivent aller vers l'handicapé, c'est l'handicapé qui doit faire le pas. Oui, et en même temps, il y aurait beaucoup à dire sur le fait même du handicap. C'est-à-dire qu'il y aurait quand même une éducation. On aurait tous un peu, peut-être d'ailleurs dès l'école, en intégrant davantage les enfants. C'est pour ça pour changer un peu quand même aussi tous. Oui, mais c'est pour ça. Mais j'admire votre parcours, Bernard. C'est qu'à un moment, et ça s'est pas fait comme vous dites, ça s'est pas fait sans mal, quoi. Voilà. C'est pour ça que hier Prenez hier avec l'association Voir Ensemble. Oui. Et l'association des chiens guides, parce que j'ai un guide aussi, un chien. Vous avez, c'est joli comme vous dites, oui, c'est un chien qui est votre guide aussi. Oui, voilà, c'est mes yeux. C'est mes yeux. Oui, je comprends, bien sûr. Et prenez un exemple, hier après-midi et hier matin, j'étais à l'école de la Croix-Rouge de Saint-Étienne pour former les infirmières, les futures infirmières, les futures aides-soignantes, aux problèmes du handicapé qu'ils vont avoir quand ils seront hospitalisés. Oui, c'est formidable parce que maintenant, vous prenez vraiment à bras-le-corps le problème en étant très actif, très utile, enfin, en faisant de la formation, en ayant, justement, en faisant mieux connaître aussi, en aidant les autres. Oui, c'est ce qu'on parle, l'association Voir Ensemble, on aide énormément, on fait faire des dossiers. C'est pour ça qu'il faut qu'elle se rapproche de son association, parce que notre association, nous aidons le malvoyant qui vient, on l'aide dans ses papiers, s'il est hospitalisé, on va le voir, on fait beaucoup de choses. J'espère que Christian est encore à l'écoute, parce que Christian, je pense qu'on va pas avoir le temps ce soir mais on va le rappeler un autre soir, parce que Christian, il a 70 ans, il nous a appelé ce soir au 39-21 parce que il dit ben non, il a raison de se manifester. Vous parlez de lui, il montre qu'il est là, votre guide. Comment il s'appelle? Hunter. Ben non, c'est un beau labrador. Eh ben, vous lui faites c'est des beaux chiens. Ah oui, vous lui faites. Il est marrant parce que vous parliez de lui et juste à ce moment-là, hop, on entend l'aboiement pour montrer. Vous lui faites de belles caresses, vraiment pour moi. Il y a Christian, donc il a appelé le 39-21 parce que il dit qu'il va devenir aveugle. Il va mal évidemment. Et en plus il apprend qu'il va passer Noël seul. Tout est très compliqué en ce moment et on va essayer. Vraiment, on va tout faire pour vous passer, Christian, et peut-être... Oui, alors je vais vous dire, Caroline, je vous donne une bonne nouvelle. Oui. Vous aviez un ancien patient, Serge, qui était de Perpignan. Oui. Et je l'ai eu, et je peux vous dire qu'il va faire de la rééducation.
Ah, bah écoutez, ça, je suis vraiment heureuse de cette nouvelle. Oui, parce qu'il était très très mal. Oui, très. Oui. Vous lui avez parlé hors antenne, vous avez réussi, à le soutenir. Oui, on a réussi avec d'autres patients, une dame de Toulon. On a réussi à lui faire comprendre que la canne blanche, il fallait la prendre. Vous voyez, c'est ce qui est formidable. C'est pour ça que j'aime tant, malgré depuis toutes ces années, faire cette émission. C'est qu'à chaque fois, il se passe aussi beaucoup de choses entre vous, beaucoup de solidarité, beaucoup de chaleur humaine. Et je vous remercie pour tout le soutien que vous vous apportez, comme ça, mutuellement. Il y a tout ce qui se passe aussi hors antenne dont on ne parle pas, mais il y a vraiment des liens qui continuent, qui se tissent comme ça entre vous et une vraie chaîne de solidarité entre vous. C'est bien d'avoir des amis comme ça aussi, je trouve. Oui, prenez une radio concurrente à vous. Oui. Il y avait une chaîne qui s'était créée avec, comment elle s'appelait, je ne sais plus comment elle s'appelait. Macha Béranger. Ah voilà. Oui, bien sûr, Macha. Il y avait une chaîne qui s'était créée. Bien sûr, oui, tout à fait. Macha, pendant des années, pendant 30 ans, faisait... Enfin, Allô Macha, bien sûr, oui, il y avait tout un... C'était sur France Inter. Oui, c'était sur France Inter, bien sûr, oui, bien sûr. Elle a créé, elle a fait tout un travail formidable. Oui. J'ai des messages aussi pour vous, Michel. Il y a quelqu'un qui dit, il faut savoir quand même que justement l'association des paralysés de France dont on parlait organise de superbes séjours en France et à l'étranger. Formidable occasion de se lier avec d'autres personnes et d'alléger un peu le moral de chacun au travers d'activités dans ces séjours. Ils font plein de choses. Vraiment, ça c'est vrai. C'est pour ça que je disais de se rapprocher. Oui, vraiment. De ne pas rester isolé. Oui. Il y a Marie, et vous allez rencontrer des personnes combatives aussi. Ça ne veut pas dire qu'elles ont renoncé. Au contraire. Il y a Marie qui dit, avec ma carte d'handicapé, j'ai droit à un transport peu cher qui est organisé par le Conseil général. Donc, il faut aussi savoir quand même toutes les si elle va à la TPH, on va lui dire. Mais bien sûr, bien sûr. Le bus comme ça. Écoute, moi, j'ai pris un transport comme ça pour aller travailler. J'ai toujours pris. Je vous remercie beaucoup Bernard d'avoir appelé. Peut-être que on va essayer de rappeler aussi Christian. Là on n'arrive pas à le joindre, mais Christian, on le passera une prochaine nuit. Si vous êtes à l'écoute, n'hésitez pas à nous rappeler, mon cher Bernard. Oui, peut-être que vous pourrez, j'espère, l'aider comme vous avez aidé ça. Vous seriez prêt éventuellement à ce qu'on communique votre numéro à Christian? Oui, pas de problème. Si je peux l'aider, même mes collègues, si on peut l'aider et lui donner des pistes, c'est ce que j'ai fait pour Serge. Oui, merci, je vous en remercie vraiment beaucoup pour lui parce que il était dans un grand désarroi et je vous remercie beaucoup de l'avoir aidé. Ce qui m'a interpellé, c'est quand il vous a dit j'ai une canne mais c'est un bâton. Ouais, c'est vrai. C'était une parole forte. On a Alina également qui est avec nous au 3921, ma chère Michel. Je vous propose qu'on l'accueille ensemble. Vous pouvez rester avec nous, Bernard, avec grand plaisir. Oui. Bonsoir Alina. Bonsoir. Alors Alina, vous avez réagi parce que on parlait de l'association des paralysés de France et vous connaissez bien. Voilà. Ben oui, puisque j'y travaille, ça fait 3 ans. Oui. Et vous y travaillez, vous êtes salarié là-bas? Je suis salariée, D'accord. Je suis auxiliaire de vie. D'accord. Je fais du domicile et donc ça fait 3 ans, comme je disais. Et j'ai rencontré il y a 1 an une personne qui était tétraplégique. Et du coup, on est tombés amoureux tous les deux. Et donc ça fait 2 ans que maintenant que notre histoire dure et qu'on va se marier là au mois de mai. Et que ça peut arriver à tout le monde et que l'handicap pour moi, c'est sûr qu'en faisant ce métier, j'aurais pas fait ce métier, je ne me serais pas mis avec une personne handicapée. Et que maintenant, pour moi, c'est devenu une évidence quand je suis avec lui. Je fais même plus attention à son handicap et on est pleinement heureux et on voit les choses différemment. Je suis très contente pour lui. Oui, finalement, cet homme, vous l'avez aimé. Alors, vous l'avez rencontré dans le cadre de cette association, mais après, vous le voyez lui, vous l'aimez lui, et vous ne le fauteuil. Mais carrément.
mais ne voyez plus. On fait même plus attention. Et puis c'est un bâton. C'est quelqu'un où un accident, il est tombé du 10e étage. Et c'est un bâton. Et voilà, il faut se battre. Il faut, comme il dit, voilà, on n'a pas le choix. C'est soit on se tue ou soit on vit avec. Et il est pleinement heureux. Il y a plein de choses différemment. On fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de sorties. Il y a plein de choses qu'on peut faire en fauteuil. Hein. Oui, mais quand on est à deux, c'est plus facile. Comme vous êtes accompagné vous l'accompagnez, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que si je rencontrais quelqu'un, ma vie serait beaucoup plus facile. Oui, mais justement, il faut que vous fassiez des sorties. Il faut que et c'est ça. Vous voyez, sinon vous n'avancez pas sur ce plan-là, en tout cas. Hein, sur beaucoup d'autres plans, vraiment. Chapeau pour votre courage et la volonté dont vous avez fait preuve. Mais là. Bon, pour rencontrer, il faut un peu sortir. Et bien sûr que c'est compliqué quand on est en fauteuil. Mais si vous ne vous rapprochez pas justement d'associations, ça risque de devenir encore plus compliqué. Oui. Mais lui aussi, il n'y croyait pas. Hein. Il n'y croyait plus à l'amour. Après un handicap, on n'y croit plus à l'amour. Non, c'est vrai, moi, j'y crois plus non plus. Il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Personne ne voudra de moi. Voilà. Ben c'est ça, c'est que vous partez sur ce plan-là. Autant sur le reste, vous vous êtes beaucoup battu. Sur ce plan-là, oui. C'est pour ça que ça serait peut-être important quand même d'être un peu aussi soutenu psychologiquement. Vous êtes tellement battu que ça aide quand même aussi de faire un peu la part des choses, d'accepter d'être soutenu. Vous voyez, accepter aussi un peu, au moins cette aide-là. J'entends bien que c'est difficile pour vous d'accepter l'aide, mais au moins peut-être une aide aussi psychologique pour mieux vous accepter vous. Et pour reprendre confiance en vous avec cette image que peut-être vous réconcilier avec l'image de vous-même aujourd'hui. C'est compliqué, je dis pas, je permettrai vraiment pas de donner des leçons, si encore je conduisais, mais je ne conduis pas, donc voilà, j'ai pas d'autonomie. C'est pour ça, si vous voulez, à mon avis, vous rapprocher de l'association, vous aiderez, et quand même, peut-être un soutien psychologique pourrait aussi vous être bénéfique. On a essayé d'appeler Christian, malheureusement ça ne répond pas, mais je ne désespère pas, on le rappellera une prochaine nuit. Et j'espère peut-être Bernard, si vous êtes à l'écoute, je lance un appel parce qu'on va pas donner votre numéro comme ça. Sinon, quand on l'aura, on va garder exceptionnellement vos coordonnées et on lui transmettra. Je vous dis bon courage, vous n'en manquez pas, ma chère Michel. Comme vous dites, il faut faire il faut qu'elle fasse ce que vous avez dit. Moi, je pense que il faut avancer. Il faut avancer. C'est dur, mais je peux vous dire. Mais vous êtes l'exemple que c'est possible, en tout cas. Ah non, c'est possible, madame. Je peux vous dire, Caroline. Hier, le directeur de l'école nous a dit, quand il nous a vu rire et tout, il nous a dit, si je savais pas que vous êtes malvoyant et que vous n'y voyez pas, vous prenez la vie. Vendredi, j'ai fait le téléthon pour la ville de Roche-la-Molière. Oui. Le maire m'a dit, je sais pas si le handicap vous pèse, mais en tout cas, vous n'êtes pas triste. Non, ça c'est sûr, c'est pas ce qui se dégage quand on vous écoute, ça c'est clair. Non, il faut prendre la vie. C'est sûr que le handicap est dur, mais après il faut avancer et puis il faut se dire, faut prendre du courage. On aimerait avoir cette force que vous avez vraiment. Il y a Brigitte qui vous dit un dernier message encore. Elle dit, il faudrait pas que vous suspendiez, Michel, l'amélioration de votre vie à un hypothétique compagnon. Commencez déjà par de nouvelles activités. Vous allez faire des connaissances et ensuite vous verrez bien. Vous voyez, Alina, elle l'a rencontré, son compagnon comme ça, alors que lui-même n'y croyait plus. On vous le souhaite. Bonne chance à vous tous et bravo pour vos parcours. Merci Caroline. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, merci. Vous me les oui, ne vous inquiétez pas, on vous transmettra. D'accord. Au revoir. Merci Caroline. Au revoir. Vous êtes gentille. Merci, au revoir. David voulait rendre hommage, après le témoignage d'Alina, à toutes les auxiliaires de vie, parce qu'il dit vraiment qu'ils font un travail formidable et souhaiter beaucoup de bonheur à Alina dans son couple. Il y a la dame de cœur aussi qui les a trouvés fantastiques, là, Bernard, Michel.
Michel. Elle dit vraiment, Alina, elle dit ça. Ils nous ont insufflé beaucoup de courage et de force. Ils sont vraiment formidables. Bravo à eux. Et c'est ce que dit Monica. Elle dit évidemment quand on entend quelqu'un aussi comme Bernard, sa bonne humeur, sa joie de vivre, du coup on ne voit plus le handicap et ça facilite beaucoup la relation et l'échange avec eux. On va maintenant accueillir Claire et c'est vous qui avez à avoir la délicate mission, ma chère Claire, de conclure l'émission puisqu'il est minuit 57. Mais c'est une réaction, un témoignage, donc ça devrait aller. Bonsoir, je voudrais répondre à Catherine, nous parler à Catherine de loin. J'ai vécu la même situation qu'elle, c'est-à-dire que je me suis retrouvée veuve avec 2 filles, et pas 3, une de moins, à 35 ans, avec 2 filles de 10 et 8 ans. Et ces filles de 10 et 8 ans ont maintenant grandi, et donc c'est vrai que pendant tout le temps de leur adolescence, de leur vie de grands enfants, on a été très, très en symbiose, on était très unis, on formait une petite tribu de 3, très très serrée, et donc on avait des liens très très forts, surtout avec ma fille aînée qui avait donc 10 ans à la mort de son père et qui a joué un peu le rôle de l'autre adulte. On est seul adulte en face de 2 enfants. Et ma deuxième fille, qui avait 2 ans de moins, qui avait donc 8 ans quand son père est mort, a réagi d'une façon tout à fait différente parce qu'elle ne pouvait pas parler de son père, même si elle avait les lunettes de son père dans sa table de nuit. Et elle refusait absolument d'en parler. Et là, elle est plus âgée, donc je suis grand-mère de 2 petites filles de 9 et 6 ans chez ma grande fille. Et là, c'est le bonheur, les liens sont parfaits. Et ma deuxième fille va avoir un bébé là. Et donc, on attend avec bonheur ce bébé-là. Il est prévu quand, ce bébé ? Mois d'avril. Et du coup, on s'est beaucoup rapprochés, alors qu'elle était très très sauvage par rapport à... Je prenais un petit peu des pincettes moi aussi pour parler à ma fille, mais pas des pincettes dans le sens où j'avais peur d'une rupture, mais je sentais qu'elle cédait vraiment à vif. Alors je pense que là, dans ces cas-là, il faut vraiment se dire que nous, on est l'adulte. Et qu'on n'a pas accepté nos enfants qui nous parlent mal ou qui soient de craindre comme ça de perdre sa fille. Elle ne perdra pas sa fille, l'amour est là. Non, mais seulement il ne faut pas se laisser, il faut qu'on fasse d'elle, elle soit vraiment une adulte et pas quelqu'un qui a peur et qui n'est pas assez sûr de soi pour lui dire écoute ma fille, tu exagères un peu. Je pense que dire les choses quelquefois, simplement sans se fâcher, c'est tout à fait la meilleure façon. Et même si elle ne voit pas sa vie pendant 6 mois ou ces petites filles pendant 6 mois ou 8 mois, ce seront les petites filles qui demanderont à la voir. Et sa fille se rendra bien compte. Ça permet de crever un peu cette tension, en tout cas. Je pense qu'il faut qu'elle se construise, elle, en dehors de ses enfants. On ne vit pas pour ses enfants, on vit pour soi. Et on ne leur fait pas de bien en quémandant leur présence ou en quémandant l'indispensable chose qu'on est pour elle. Merci beaucoup, Claire, d'avoir réussi comme ça en 3 minutes à peine à dire des choses aussi pertinentes. Je vous remercie beaucoup de votre intervention et puis je vous souhaite un bon Noël alors en famille. Moi aussi, je vous souhaite un très bon Noël. Merci beaucoup, Claire. Au revoir. Au revoir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Il est maintenant 1h du matin et je vous laisse donc en compagnie de Jean-Marc Morandini sur Europe 1.